Hervé Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive. Ça va fuser les potins des ragots. Ça vous ennuie si je vomis? Bien manger, c'est important. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous demander pourquoi? Parce que je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Oh yeah. Bonjour. On est dans le pub cruise. Le comeback. Comment ils vont les gens? On va commencer par Pedro. Il va comment le Pedro? Ça va, merci. Bien. Bien? C'est tout? Bien. Oh la vache. Ça va bien. Qu'est-ce que t'es loquace? Job pas mal. Non, je vais bien. Et du coup, Angelo, à part la chiasse, c'est bon? Allez, Ah merde, j'allais vous parler du fait que je produis du Perrier avec mes fesses. Bah ça va. Vous avez tous l'image là? Vous avez non bah ça va. Bah, je disais, je suis à Vancouver à la fin de la semaine, donc ça, Ah devrait, oui, ça devrait bien se les passer. vacances qui arrivent à Ouais. Vancouver, ça va être cool quoi. Ça va être plutôt Ça va cool. être pas mal. Et le Pépé, comment il va? Bah moi en pleine forme, pas malade. Pas malade, Pleine forme, tout va. Il y a forcément une blague à faire avec Vent, Vancouver et ses problèmes Ouais, actuels, mais j'y arrive pas. Je viens d'y penser aussi. Pépé qui essaye de pas boire de bière et quand il dit ça, il en boit beaucoup plus que Oui, d'habitude. j'ai déjà raté mon défi. Voilà, raté défi. Du coup, pour cet épisode, Bah et toi, tu vas comment toi? moi ça va bien. Ok, d'accord. Je fais l'animation aujourd'hui, moi je suis content, ça va. Ok. Bon, j'ai rien préparé de particulier, je l'ai fait à l'arrache. Un pro total. Du coup, on va parler aujourd'hui d'un petit sujet Ouais. vieux de millions d'années, Ah, ça. les dinosaures. Oh yeah. Et pour cela, le petit Angelo va nous faire une introduction à ce thème. Allez, c'est parti. Je vous ai fait une introduction sur les dinosaures que j'ai appelée une intro sur les dinos dans la pop culture. Désolé, obligé d'être thématique de rajouter ça derrière. Alors, avant d'aborder véritablement la place des dinosaures dans la culture populaire, un bref petit rappel de ce qu'est un dinosaure. Un dinosaure, qu'est-ce que c'est? C'est une créature de l'époque Un des vieux dinosaures. reptile. Un vieux reptile, une créature. Un vieil oiseau. Enfin, ouais. Un vieil oiseau. Pas bête. Un animal d'avant quoi. Un animal d'avant. Genre un animal qui est dans le copain d'avant. Ouais, c'est ça. Sur les photos de classe. Bah, maintenant il s'est mis sur Facebook, mais voilà. Toujours un peu boomer. Ouais, c'est toujours un peu. Ouais, du coup. Ouais, c'est ça. Dans les très grandes lignes, donc c'est un groupe de reptiles très divers étant probablement apparu pendant le Trias, donc c'est-à-dire entre 243 et 233,33 millions d'années avant notre ère, et qui devint les rois du monde, vivent au sommet, ils ont la plus belle vue, mais un mais. Enfin bref. L'espèce terrestre dominante de vertébrés pendant tout le Jurassique et le Crétacé, jusqu'à l'extinction massive du Crétacé paléogène il y a environ 66 millions d'années. Voilà pour le cadrage historique, messieurs. Donc si le dinosaure occupe une place particulière dans notre imagination, et peut-être plus encore dans celle des enfants que nous fûmes, c'est parce que ces derniers, nous nous le représentons toujours selon nos standards humains comme des créatures à l'apparence fantastique et de taille colossale. C'est un phénomène qui a probablement commencé pendant le milieu du 19e siècle, quand la recherche scientifique de fossiles s'est liée avec les premières représentations dans les parcs et musées. Imaginez le bordel 5 minutes. Le grand public qui pour la première fois n'est plus seulement confronté à des gravures ou des vestiges, mais à des reproductions à l'échelle 1-1. Des types fascinés comme Charles Dickens ou Jules Verne qui en 1864 avec Voyage au centre de la Terre et qui donneront plus tard des idées à d'autres types comme Arthur Conan Doyle avec Le Monde perdu en 1912 ou le court-métrage précurseur des films d'animation Gertie le dinosaure par Winsor McCay en 1914 qui donneront à leur tour, etc. Blablabla, vous avez compris. On citera quand même vite fait King Kong en 1933, Godzilla en 1954 et plus tard encore l'explosion de notoriété de la fin des années 80/années 90/début 2000 dont nous avons tous ici été spectateurs /témoins/victimes. Le film d'animation Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles en 1988, la série Denver le Dernier Dinosaure, coproduction franco-américaine de 1988 également, la sitcom Dinosaure de 1991 et le roman Jurassic Park de Michael Crichton en 1990 qui sera adapté par Monsieur Spielberg pour devenir un des classiques les plus cultes de cinéma en 1993.
Bien que la mémoire collective semble avoir abandonné les œuvres suivantes, nous, Pop Cruise, vénérables vétérans de la culture pop que nous sommes, n'oublions pas le jeu vidéo Dino Crisis de Capcom en 1999, ni cet étrange long métrage de Disney, Dinosaure en 2000, le film le plus cher de son époque, mélangeant CGI et décors naturels. Est-ce que vous vous souvenez de ça, complètement. les copains? Ouais. Je vois c'est quel. C'était pas un Pixar, mais c'était un peu. Ouais, c'était un peu comme un Pixar, c'est mais pas c'était un bon pas souvenir. Non, c'était pas ouf. Hein. C'était pas ouf, on est d'accord. De cette époque bénie des dieux, les dinosaures semblent depuis relégués au second plan des œuvres culturelles. Serait-ce de la lassitude? Serait-ce dû aux avancées scientifiques qui ont déconstruit pas mal de nos représentations et de nos fantasmes depuis ces 30 dernières années? Serait-ce dû aux putains de vampires bourgeois blasés de Twilight? Je refuse de croire que le dinosaure disparaisse de nouveau. Du moins de nos consciences. Comme le dit le docteur Dobak dans Step Brothers en 2008, ne perdez pas votre dinosaure. Alors, chers auditeurs, réveillons désormais sans plus tarder le plus beau T-Rex qui sommeille en nous. Chacha fait péter le son. Ah, ça c'est Was Not Was, Walk the Dinosaur en 1988. Donc imaginez des types qui sont en train de danser le dinosaure. Ah, c'est ça la pop culture. Merci bien. Non, je l'ai jusqu'au bout. J'ai très envie de voir les images. Ah, le qui clip est vont avec incroyable. ça. Le clip est incroyable. Et ben merci pour cette intro. De rien. C'était Merci super. bien, Joe. C'était très complet. J'ai l'impression. C'était très complet. C'était vachement C'était complet. vachement complet. Tu nous as pas cité tous les dinosaures. Non, je vous ai pas Allez. cité tous, mais je pense qu'on va avoir le temps de les Je développer. trouve que c'est pire que les Pokémon, il y en a encore plus, non? Ouais. Logique, hein. Quelques millions Attrapez-les d'années, tous, les gars. attrapez-les tous. Et du coup, on va se faire un petit quiz, les gars. Allez, On va c'est voir votre parti, petit ouais. niveau. Me flétris au contact du vent. Sous mes poils gris, je sens le parmesan. Stéphanie de Monaco. Perdu. C'est ma bite. Et ben messieurs, excusez-moi, vous avez des ardoises. Vous allez prendre une ardoise chacun Ah, et un allez. crayon. Ça sert à quelque chose, ouais, c'est pas italique. Parce que vous allez tous jouer, enfin chacun pour votre pomme, mais en même temps. Merci. Je peux effacer ce qui est déjà sur les miennes. Tiens, Angelo, l'autre côté, prends un au pire. crayon noir. Ok, ok. C'est trop abusé. Est-ce que ça veut dire que je vais mourir en premier du coup? Non, c'est juste que vous avez vos réponses à mettre. Ça sera. On a 6 petits rébus. Ok. Je me suis dit, c'est un peu les dinosaures, c'est un peu l'enfance. Les rébus et tout, c'est un petit truc simple qu'on a connu quand on était petit. Je sens qu'on va dessiner des dinosaures. Moi, je vais dessiner. Il a écrit bite, voilà. J'allais en dessiner une. Ça m'étonne tellement pas. Merde, j'aurais pas le temps de faire la blague sur les cakes. Une bite des dinosaures. Voilà, Du coup, c'est je vous fait. fais à chaque fois le rébut jusqu'au bout. Et vous avez 30 secondes pour essayer de trouver ce que c'est à chaque fois. Et au bout de 30 secondes, on voit si vous avez bon ou pas. Tout simplement. C'est pas très compliqué. Je prépare un petit chrono. Je suis en train de. J'aurais pu le préparer avant. Ça aurait été bien, oui. Ça aurait été pas mal, pas mal, hein, hein. ça aurait été Franchement, pas ouais, ça mal. nous aurait évité de meubler comme des débiles. Attention. Allez. Premier rébut. Mon premier est un verbe du premier groupe. C'est une charade. Ah oui, c'est un charade. J'ai dit rébut depuis tout à Ouais. l'heure. Ouais. Oui, bah Ça super, va. et bah voilà, bah Ok, terminé. oui, Bah moi je j'étais pas joue prêt à plus. la- Moi je suis Ouais, confus. Désolé, oui, parce qu'en fait, des rébus à l'oral, c'est un peu chiant. On aurait pu tilter avant. Ouais. Donc, mon premier est un verbe du premier groupe au passé simple, à la troisième personne du singulier. Oh, pauvre con. Allez, c'est bon, j'arrête. Mon c'est bon, c'est de la merde. Mon deuxième se met entre parenthèses après un mot ou une expression pour souligner une citation. Mon dernier est un patronyme répandu en Corée. Mon tout est un film. Tic-tac, tic-tac. Je voulais refaire mon partage. Mon premier est un verbe du premier groupe au passé simple à la troisième personne du singulier. Jurassic Park. Et il est con, lui. Mon deuxième se met entre parenthèses après un mot ou une expression pour souligner une citation. Mon dernier est un patronyme répandu en Corée. Mon tout est un film. Jurassic Park toujours? Mais faut pas que tu le dises, écris-le Pardon. pour les autres. Voilà, Jurassic Park. Mais oui, c'était bien Ah Jurassic oui, Park. faut pas que je le dise parce que J'étais mais- encore en train de l'écrire. Mais si je suis le premier à le mettre. Ah mais c'est non, pas c'est grave, pas de la rapidité. C'est pas de la rapidité. Ah d'accord. C'est pas Putain, grave. mais en fait, on est tellement habitué à dire la réponse en premier aussi. Ouais, mais C'est t'inquiète. mindfuck. Les règles changent. Oui, donc Jura pour le premier. Bah oui, bah oui. Le SIC
pour souligner une citation qui est pas très... qu'on connaît un peu moins. Et le patronyme répandu en Corée, Park. Putain, quel con, j'aurais dû garder ça pour moi. Ouais, putain. et bah ça va pas être brillant cette on histoire, a mais tous merci un quand point, même pour du un coup. point, pour le point. Non, je ferme ma mouille. C'est adorable. Attention, le deuxième. Allez. Mon premier est un moyen de transport. Démerdez-vous. Mon deuxième est un instrument joué dans un film d'Azanavicius. Mon troisième est un style musical. Mon quatrième est la première syllabe d'un reptile à carapace. Et mon tout est un dinosaure. Tac, tic, tac. Oh la Je l'ai vache. refait. Mon premier est un moyen de transport. Mon deuxième est un instrument joué dans un film d'Azanavicius. Ah, si je l'ai. Mon troisième est un style musical. Et mon quatrième est la première syllabe d'un reptile à carapace. Je le montre comme ça pour pas que les autres. C'est bon. Attention, j'ai l'impression que Ah, Pedro est en train pardon. de galérer. Le temps est terminé. Attendez, Stop. je l'ai. Il reste 8 secondes. 5 secondes. 4 secondes. 3, 2, 1, 2, bap. Qu'est-ce qu'il a écrit? C'est un fuck en dessous. Ah, c'est un fuck. Ah, d'accord, on dirait une montagne. Et bah, pour le coup, il y a que Pépé qui a la bonne réponse. Ah bon? Allez, tiens. Et c'est quoi alors? Un Vélo, Raptor. Putain, mais oui. Refais-nous les trucs. Moyen de transport, un vélo. Ok. Un instrument joué dans un La film scie. d'Azanavicius. Putain, La scie bâtard. musicale Et dans moi j'étais sur, la le, classe j'étais américaine. sur le hood dans OSS 117. Moi j'étais sur le triangle, alors j'étais sur Triceratops et ensuite Et du Tyrannosaurus. coup, style musical, le rap. Et Et la première syllabe de tortue. Putain. Thor. Putain. Voilà. Bien joué, bien joué. Pépé, Tout une pour petite une. avance. Ok, mais laisse tomber quoi. Chaud. Je suis nul à ce truc. Le troisième. Allez. Mon premier est la largeur d'une étoffe. Mon deuxième est un adjectif souvent relié au prénom Grégory. Mon troisième est un thème du pot de cruise. Mon tout est un film d'animation. Tic tac tic tac. Attention, donc mon premier est la largeur d'une étoffe. Mon deuxième est un adjectif souvent relié au prénom Grégory. Mon troisième est un thème du pop cruise. Mon tout est un film d'animation. Ça écrit. Je sais pas, j'ai que ça. Je mets ce que j'ai. T'as vite trouvé le deuxième. J'ai que ça, je vais mettre ça du coup. Et du coup, les deux autres, ils ont raison, c'est le petit dinosaure. Allez! Donc la largeur d'une Bah. étoffe, c'est un lait. Ah ouais, non, mais en fait, je l'avais, mais je pensais que. Enfin, je comprends. D'accord, ok. A priori, on est en train de parler des Non, dinosaures, mais c'est un c'est thème ça, du donc pop le cruise. thème, t'as choisi le thème du jour, tu t'es pas fait chier. C'est pour ça que je trouvais ça drôle. D'accord, très bien, pas te faire foutre. Fais deux trucs ultra compliqués au départ, et quand je commence à me cogiter un peu, d'accord, mais très bien. Attention, le J'en ai plus rien à quatrième. Mon premier est apprécié des enfants aussi bien en gâteau qu'en jouet. Mon deuxième est une autre façon de nommer la note ut. Mon troisième est une partie du corps humain dont beaucoup raffolent. Mon tout est un dinosaure. Qui cesse? Je l'ai refait. Mon premier est apprécié des enfants aussi bien en gâteau qu'en jouet. Mon deuxième est une autre façon de nommer la note ut. Mon troisième est une partie du corps humain dont beaucoup raffolent. Mon tout est un dinosaure. Tic-tac, tic-tac. Attends. Non, il reste 10 secondes. Allez. Je te mets la pression, c'est pour ça. C'était quoi le dernier? Le Mon troisième? troisième est une partie du corps humain dont beaucoup Ah. raffolent. Je crois que je l'ai, mais c'est. Oh, puis j'ai fait exprès de faire des trucs de merde. Oui, bah. Clairement. Tic-tac, tic. Et du coup, c'était bien le diplodocu. Allez! Donc les duplos, normal pour les Ah, c'est gâteaux pour ça, ou les c'est jouets. Duplo. Donc la note ut, c'est do. Je suis fier de moi quand même, pardon. Et, Excusez-moi, mais je suis fier de moi. Une partie du corps humain Oui. dont beaucoup raffolent. J'ai un peu triché, j'ai vu ton truc et je me suis dit que c'est ça. Oh, le du coup. bâtard. Ah, le tricheur. Ah, tu du l'as coup, Oh, je vous ai ça donné va la pas. première, c'est bon. Allez, c'est vrai. Ouais, ok. Ouais. Ouais, ok. Avant-dernière. Allez. Mon premier est aussi lacté qu'un ensemble de sons. Lacté. Lacté. Mon deuxième, Pépé a le plus grand parmi nous. Mon troisième est une ancienne région de France. Mon quatrième est plutôt bleu quand on le voit de loin. Mon tout, ajouté de prépositions et déterminants, est une œuvre littéraire. Tic-tac-ou. What? Mon premier est aussi lacté qu'un ensemble de sons. Mon deuxième, Pépé a le plus grand parmi nous. Mon troisième est une ancienne région de France. Mon quatrième est plutôt bleu quand on le voit de loin. Mon tout, ajouté de prépositions déterminants, est une œuvre littéraire. Donc j'ai l'impression que ça bug. Ah là, Partout. ça de ouf, là, c'est chaud, sévère. Ah, Je sais qu'il y a un moment, il y a Beat. ah ouais.
Pour lequel? Attends, tu peux nous les refaire, pardon? Ouais, une dernière fois, ouais. Ah non, c'est perdu, les gars. Mais Non, il y a né. Attends, je te montre ce que j'ai. pas En du fait, tout. j'ai que né. Mon premier est aussi lacté qu'un ensemble C'est de pas, sons. c'est pas la voix. Bah, la voix, ok. Mon deuxième Pépé a le plus grand parmi nous. Le nez. Âge. Salaud. vache. putain. Région de France, centre. Centre. Et plutôt bleu quand on le voit de C'est pas loin. le ciel? La terre. Ah, la terre. Ah ouais, bah, oui, quand Ah, on le voit, oui, oui, pas oui, quand oui. on la voit. Le, moi j'ai mis le ciel. Quand on le voit de loin, il a l'air oui, bleu. je vois qu'il a écrit le. Ça, c'est mon frère, c'est lui qui a écrit. Il a écrit n'importe quoi, j'ai copié quand même. Boulet, lui aussi. Donc, voyage au centre, de la Terre. Bah oui, voilà, forcément. Bah oui. Bah oui. Et je savais très bien que vous avez pensé à la bite pour Pépé. Eh ben non, tu Non, vois. moi je pensais au nez en vrai. Ouais, j'ai mis le nez. Ouais, moi, je pensais me à suis dit son que c'était oreille droite. Une de tes subtilités. Et un petit dernier. Allez. Mon premier est une action saine pour la planète. Mon deuxième est le nom de l'acteur jouant dans Juno et Scott Pilgrim. Mon troisième est un animal partageant un point commun avec Ray Charles. Oh là là. Mon tout est un dinosaure. J'envoie le chrono. Donc mon premier est une action saine pour la planète. Mon deuxième est le nom de l'acteur jouant dans Juno et Scott Pilgrim. Mon troisième est un animal partageant un point commun avec Ray Charles. Et mon tout est un dinosaure. Ça bug. Oh ouais, alors là, c'est même pas la peine. Ouais, j'ai que 2 syllabes dans le bordel. Oui, il y en a 3 quand même. Ah. Rien du tout. Rien. Ah, attends. Premier, une action saine pour la planète. Triceratops. Triceratops. Ah, Putain, yes. oh, Michael Serra. Ouais, Si je c'est l'avais eu, Michael c'était Serra bon. donc, qui Ok. joue dans Juno. Et voilà. Je Donc, l'ai le eu, tri. je l'ai eu grâce Une à action Taupe saine en pour la- fait. Et le taupe pour Ray Charles. Le point commun avec Ray La Charles. taupe, oh, le salaud. Et moi, oui, bah oui. Ah, oui, Triceratops. c'est beau. C'est magnifique. Pépé, c'est mérité. C'est là qu'on voit que c'est le sage d'entre nous quand même. Ah oui. C'est le patron. Et voilà. Le patron, bah, c'est le patron. C'est vrai que toutes Donc ces, c'est Pépé qui a gagné. Qui a gagné? Ouais, c'est toi. merci. toutes ces années Ouais, devant non, Motus, ça rapporte. Angelo te suit d'un point. Ah Et putain. Pedro de 2 points de moins encore. Oui, oh, bah ça va. C'est bien bleu. Dont un offert. Dont un donné. Quand même. On va peut-être commencer de parler à nos œuvres. Allez, il est temps d'attaquer là. Chaud là. Et ça va être le Pedro qui va commencer. J'ai ce petit jingle qui va me Oh, faire plaisir. oui. Chérie, me voilà. Bon, Pedro. Oui. Vas-y, Est-ce lance que toi. vous l'avez reconnu? Mais oui. Vous l'avez reconnu ce générique? Mais oui. Il vous a fait kiffer quand vous étiez gosse? Oh oui. 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 Il m'a Bon. pas marqué tant que ça. Mais, Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Ok. le générique m'a pas marqué. C'est Ah. vraiment tout le reste de la série qui m'a. Eh ben, je vais commencer par vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a 3-4 jours. Un copain qui avait écouté notre dernier épisode me demande quel sera le prochain thème. Alors, je lui explique vite fait. Et il me dit: oh, j'espère que t'as choisi Denver, le dernier dinosaure. Il est un tout petit peu plus jeune que nous. Donc, beaucoup plus jeune que toi, Pépé. Et, Soit 30 ans de moins. et du coup, je lui dis: bah non, j'ai hésité, mais j'ai choisi autre chose, la série Dinosaurs. On me dit: quoi? Mais oui, la série Dinosaurs. Mais si, tu sais, je lui explique. Il me dit: non, je vois pas. Je lui montre une image. Et aussitôt, le mec fait: oh putain, mais ouais. Et bah, ça fait pareil un peu avec ce générique. Que tu vois l'image des persos ou que tu entends le générique, ça te les rappelle en fait. Enfin, pour ceux d'entre nous qui ont connu ça. Ouais, bien sûr. Voilà. Alors que quand tu pitches la série, bah, Ah, tu comme vois pas. ça a été refait 10 milliards de fois depuis dans plein de séries, tout ce qui est abordé dans ce show TV, eh ben les gens, ouais, non, ça m'a pas marqué. Alors je vais vous en parler un petit peu plus longuement. Dinosaurs, donc, titre original Dinosaurs, c'est une sitcom de Michael Jacobs et de Bob Young. C'est américain, évidemment, vous l'aurez compris. La chaîne d'origine qui a pour la publication, pardon, c'est ABC. Il y a eu 4 saisons pour 65 épisodes en tout, et d'une durée moyenne de 23 minutes. Ça a été diffusé entre le 26 avril 91 et le 20 juillet 94, et nous on avait une petite année de décalage, je crois. Enfin, je crois que j'y viens plus tard. Alors, cette famille de dinos, donc, qui parodiait une famille typique américaine dans les années 90, eh bien, si je vous en parle ce soir, c'est parce que Disney a diffusé, Disney+, pardon, a diffusé récemment tous les épisodes de la sitcom à succès de ABC. Alors,
Malheureusement pour moi, quand on a commencé à s'y intéresser, ils avaient déjà supprimé du catalogue. Donc Ah, merde. Pas dû marcher. j'ai galéré et je vais vous l'avouer, j'ai pas tout vu parce que du coup c'était un peu chiant à retrouver. Donc la première saison fait que 5 épisodes, c'est pareil, je vous le dis un peu plus tard ça, mais tant pis je spoil. Ça j'ai réussi à le voir et une bonne partie de la deuxième saison et un petit bout de la troisième, mais je suis pas allé plus loin. Bref, je l'avais vu en intégrale de toute façon il y a quelques années. Ah, vraiment? Ouais. Je pense pas que j'ai vu l'intégrale. Ah si. Donc ce classique des années 90 suit la vie de famille de dinosaures anthropomorphes, les Sinclair. Et les dinosaures non plus n'ont pas une vie facile, croyez-moi. Dans la famille Sinclair, il y a le père, Earl, qui travaille dans le bâtiment, marié avec Fran. Ils vivent avec leurs enfants, Robbie, Charlène et Bébé, ainsi que la truculente grand-mère Ethel. Ah oui. Toute la famille vit dans une maisonnée, tout ce qu'il y a de plus moderne, avec un confort d'époque. Il y a, même si c'est une grotte, en fait, on va voir un petit peu plus tard qu'il y a même la télévision. Leur quotidien à Pangaea est fait d'histoires toutes plus folles les unes que les autres. Dans cet univers, les humains sont de vulgaires animaux sauvages qui peuvent être domestiqués. Voilà, je sais pas si ça vous vous en souveniez de ça. Non, je me rappelle pas des humains. ça. Alors on les voit jamais, hein, mais ils en parlent des humains Ah, en d'accord. cage, ils ont capturé des humains. Enfin, c'est assez drôle. Ok. Je vais vous parler un petit peu maintenant de la genèse, de cette sitcom. Donc, elle a été produite conjointement par Walt Disney Television et la Jim Henson Company. Ok. En France, la série a été diffusée à partir du 6 novembre 93. Et donc, je crois que c'était sur la première chaîne et c'était dans Samedi et vous, sur TF1. C'est ça. Ok. Jim Henson a d'abord conçu l'idée de Dinosaurs en 88. Cependant, les gens n'étaient pas convaincus à l'époque. En fait, les gens pensaient que Henson, l'homme derrière les Muppets, était un peu fou de penser qu'une sitcom sur les dinosaures serait un succès. Et en fait, c'est le succès des Simpsons, donc sorti un an plus tard, qui a permis de se dire aux gens « Ah bah finalement, ouais, en fait, on se familiarise bien avec ton idée, Hanson. » Malheureusement, Hanson est décédé un an avant que Dinosaurs, qu'il a lui-même aidé à créer, n'était en mesure de voir le jour. Donc il n'a pas connu du tout le succès du show qu'il avait créé. Merde. Ouais. La série bénéficie du remarquable travail des ateliers du papa de Kermit. Les têtes sont en animatronics pour revoir les formes de visage et toutes les expressions faciales, la labiale. Et à l'intérieur, c'est des vrais acteurs dans des gros trucs en silicone rembourré. Ce que je me souviens pas, c'est est-ce que tu les vois en entier ou est-ce que tu vois que le haut du corps tu peux les voir en entier. Bon, Ouais, tu les vois en généralement, c'est filmé en gros plan, donc tu as des séquences au-dessus de la ceinture. Mais ça arrive que tu les vois s'éloigner. C'est vraiment des grosses marionnettes, quoi, pour le coup. Ouais, carrément. Clairement. D'ailleurs, les expressions faciales, je vous en parlais tout de suite, sont gérées par le processus de l'animatronics audio, mis au point par le fils de Jim, Brian Hanson. C'est un ingénieux système qui permet une harmonieuse synchronisation du son et des mouvements des figures. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, dont tu nous avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Je sais plus à quel moment tu avais parlé de synchro labial et c'est toi qui m'avais appris que c'était un truc important. Jeux vidéo, sûrement. C'est possible, c'est possible. Bon, oui. Mais de quoi histoires de jeux vidéo. De quoi que ça s'agit, toute cette série-là dont je vous parle, c'est une pure critique de la société américaine et plus largement occidentale. Okay. C'est une sorte de mélange astucieux entre la famille Pierre à Feu et les Simpsons. Ouais. Earl, le père, travaille en effet pour la We Say So Corporation en qualité de bûcheron ou pousseur d'arbres. Il est macho, gentiment beauf, il est surtout imperturbablement râleur. Il est tempéré par sa femme, Fran, qui elle est plutôt délicate, posée, réfléchie. Ils ont 3 enfants, Robbie, un adolescent rebelle, Charlène, une préado particulièrement tête à claque, et Bébé. Bébé, c'est le petit nouveau qui est un peu... Alors, je vous le dis tout de suite... Il a vraiment pas de prénom Non, il s'appelle Bébé, et il a un truc particulièrement drôle, en fait, c'est quand il voit sa mère, c'est... Maman! Et quand il voit son père, c'est pas maman! Et ça énerve particulièrement Earl. Et ça me fait beaucoup rire. C'est très con, hein, mais c'est très drôle. C'est vraiment réussi cette connerie. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc c'est un bambin un petit peu turbulent et insupportable. Je vous fais sa voix tout de suite et c'est pas trop mal imité en plus. Donc t'as Ethel aussi, la grand-mère de Fran, qui supporte pas son gendre. Bon ça c'est devenu un peu typique, mais mine de rien, on parle d'une série qui a été créée en 88. Ouais. Forcément, on l'a revu plein de fois depuis, mais à l'époque, ça n'avait pas été fait 10 000 fois non plus. Et il y a aussi toute une galerie de personnages récurrents qui les entourent en permanence. Par exemple, il y a Richfield, le boss d'Earl, ou Roy S., son meilleur ami et collègue de travail, avec lequel il boit pas mal de bière et avec qui sont des propos parfois vraiment complètement débiles. C'est assez drôle.
Tous ces personnages préhistoriques mènent donc une existence comparable à celle des humains. Ils travaillent pour les uns, ils vont à l'école pour les autres, ils regardent la télévision, ils font leurs courses. Ils sont vraiment happés par la télévision. D'ailleurs, c'est assez étonnant. C'est fou, j'y avais pas pensé avant, je suis en train d'y penser en vous lisant, mais il y a des scènes un peu de télé où t'as l'impression de voir les gamins dans Malcolm qui sont assis à 3 dans le canapé à se battre avec la télécommande. Et un peu dans les Simpsons aussi, finalement. Quoi. Les années 90. Ouais, oui, parce que c'était ça en fait. Voilà, il y a tellement de... En fait, ouais, c'est ça, ils gèrent tous les petits tracas du quotidien, comme nous, quoi. Il y a tellement de thèmes abordés qu'on comprend ensuite... Enfin, on les comprend en les revoyant plus vieux. Moi, quand j'ai vu tout ça gosse, 93, j'avais 5 ans quand ça a commencé à passer en France. C'est ça que je me demandais, la cible, c'était vraiment les gosses finalement ou... Non, franchement, avec du recul, non, mais c'était, tu vois, c'est comme pour pas mal de mangas, alors pardon pour la digression, c'est comme pour pas mal de mangas japonais de l'époque, prévus plutôt pour des post-ados, voire des jeunes adultes. La télé française n'avait pas spécialement bien compris, ça cartonnait, on achète, on fait du cut et on balance. Là, il n'y avait pas de cut de fait, c'était juste du doublage, quoi. Je pense que le doublage devait retoucher quelques trucs, mais c'est tout. Mais j'ai pas trouvé grand chose là-dessus, je t'avouerai. Bref, ouais, donc je vous disais, il y a vraiment plein de thèmes abordés, mais que tu comprends vraiment en ayant grandi, en les revoyant une seconde fois. Vraiment, gosse, tu les piges pas. Et donc, t'as le thème de la belle famille, t'as les beaufs, l'amitié, la puberté, la crise d'ado, le féminisme, la vieillesse. Tout ça, ça se voit de façon très, très facile. Le conservatisme, un peu, la morale. Les inégalités sociales, le travail, les rapports hiérarchiques aussi entre Earl et son boss, c'est assez amusant parce que Earl est un mec quand même un peu fort en gueule, tu vois, tu sens que c'est le chef à la maison et compagnie, mais devant son boss il se chie un peu dessus, quoi. C'est un peu comme c'est un peu Homer Simpson, quoi qu'Homer Simpson n'est pas vraiment le chef à la maison. Mais il se croit le chef à la maison et devant Monsieur Burns, Monsieur Burns, il se planque un peu, tu vois. Voilà. Et mais c'est assez amusant parce qu'en fait c'est incarné par des dinosaures qui sont en chemise à carreaux pour le père, tu vois, qui est bûcheron, donc c'est assez caricatural, ou avec des t-shirts en mode no future pour le gamin aîné, quoi, tu vois. C'est assez drôle pour l'époque quand même. Un dinosaure qui met un t-shirt no future. C'est assez drôle. À propos. Bah ouais, c'est parce que tout ça c'est évidemment fait exprès. Ces mecs-là étaient quand même très très malins, quoi. En fait, la série assène aussi sur le ton de la dérision un certain nombre de réflexions sociales plus complexes que celles que j'ai pu aborder tout de suite, que la pollution, c'était assez précurseur, le travail des femmes, la puissance des multinationales, la drogue, la première guerre en Irak est pas mal décriée aussi de façon assez comique. Elle se permet aussi de critiquer assez férocement les dérives du monde moderne, au premier rang desquels le rôle de la télévision, ce qui est assez marrant pour un show TV ABC qui est vraiment dans le moule de la télé, qu'a fait la télé qu'on voit aujourd'hui, hein, en fait. C'est vraiment les précurseurs de tout ce qu'on peut connaître, les plateformes et compagnie, quoi. Et la place sociale de la mère au foyer aussi est particulièrement critiquée, et c'est assez amusant parce entre 88 et 93 aux États-Unis, donc au moment de la naissance de cette série et de son développement, on est encore quand même sur une société majoritairement avec, en tout cas dans un Midwest assez peuplé de femmes au foyer et d'hommes qui vont travailler pour nourrir toute la famille, quoi. Bref. Moi, ça m'a amusé. Ouais. Dinosaur, ça a été un succès, mais ça a été aussi un spectacle assez coûteux à réaliser. Ouais, tu m'étonnes. On pense... Attends, non, t'es pas prêt. Non, vraiment, t'es pas prêt. Okay. On pense que les animatroniques ont rendu l'émission trop coûteuse en production. Stuart Panking se souvient, j'ai entendu dire que c'était l'émission télévisée d'une demi-heure la plus chère du monde entier du début des années 90. C'est pas étonnant quand tu vois la qualité des animatroniques. Non, c'est assez fou parce qu'on s'en rappelle peu par rapport à pas mal de merde qui passe encore. C'est ça mais je pense qu'on va en parler après, je te laisse continuer. Et donc c'est sûrement, c'est même tout à fait ça qui a fait que c'est le prix de cette série qui fait qu'elle a été déprogrammée, annulée même en 94, alors que le spectacle a été maintes fois loué pour ses thèmes très matures. C'est même allé, je pense, plus vite, plus loin que les Simpsons, qui ont eu largement le temps de se refaire depuis et ont abordé énormément de choses de façon vraiment grandiose. Mais je pense que si tu regardes les Simpsons de 89 à 93, donc les 4 premières saisons, en tout cas les 2 premières, c'est sûr, je les connais par cœur, c'est vachement moins profond et c'est beaucoup plus bébête et gamin. Avec un Homer plus débile encore, plus violent, enfin bref. Pour conclure, je vous dirais donc que Dinosaur n'est pas une série facile d'accès de prime abord, parce que l'apparence des personnages et l'ambiance visuelle sont assez troublantes, et ça a vieilli, il faut être clair.
Voilà, surtout pour celui qui s'y attend pas, un jeune de maintenant qui a jamais vu ça à l'époque, c'est compliqué de démarrer. Ouais, mais ça a peut-être moins vieilli que si c'était des images de synthèse. Ça c'est certain. Par contre, l'animatronique garde comme, ça garde une super sympathie. C'est juste que nous on l'a connu. Pour quelqu'un qui l'a pas connu, si tu veux, ça fait bizarre maintenant quand même. C'est des meupettes, faut pas l'oublier, tu vois ça. Pourtant, passé l'étrange sentiment de surprise des premiers épisodes, le spectateur trouve finalement assez vite son compte à suivre les péripéties de cette famille moyenne américaine, car si le sujet a été maintes et maintes fois abordé depuis, donc je vous le répète depuis le départ, c'est aussi une série qui a un certain âge, le ton est vraiment différent et décalé. Ça allait, je vous le disais encore à l'instant, vraiment plus loin que pas mal de séries, en tout cas pendant tout le début des années 90, jusqu'à ce qu'on connaisse des choses un peu plus trash dans les années 2000. Les incompréhensions et malaises du premier contact sont ainsi vite oubliés et la série tout entière vous emmène, s'autorisant une liberté de ton indéniable et précurseuse. Je l'ai très mal écrit, du coup, j'ai failli très mal le dire. Je l'ai écrit comme perceuse au départ, c'était très bizarre. C'est ainsi que je clôture cette chronique, monsieur. C'était un plaisir, vraiment. Alors j'en ai chié pour les trouver, c'était une galère, mais c'était cool quand je les trouvais d'avoir des épisodes entiers. T'aurais dû me demander, j'ai des sites de druides. Mais du coup, j'ai bien envie de les revoir. J'ai une seule réflexion, c'est par rapport à ce que tu as dit au début. Ce qui est incroyable, c'est à quel point elle est vite tombée dans l'oubli, alors qu'elle est tellement propre aux années 90. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un truc culte des années 90. Alors, je vais te dire, à l'époque, j'ai 2 souvenirs de cette époque-là. Les premiers trucs que j'ai vus à la télé, c'était ça. C'était à la 13. Ouais. Tu sais, Papa Schultz. Et Papa Schultz, mais je le cite en exemple parce que Papa Schultz, il y a encore 4 ou 5 ans, tu le trouvais sur la TNT. La nuit, d'accord, certes, à pas d'heure. Tu trouvais encore tu trouvais des productions AB Productions françaises. Là, j'ai trouvé les filles d'à côté. Et les filles d'à côté, c'est vraiment les débuts d'ABC et c'est avec Gérard Vives et tout. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Et ça passait encore. Alors que ce truc-là, il y a des chaînes qui le possédaient, puisque tu vois, le groupe TF1 l'a forcément possédé à une époque. M6 aussi. Je sais pas où ils ont mis les cassettes, les gars, mais allez-y, mettez. C'est parti. Tu vois, t'en parles à des gens, alors encore plus si t'en parles à des gens qui sont pas de notre époque, mais ça parle à personne, quoi. Mais tu montres une image. Non, même pas. Non. Ah si, je te jure, le jour de notre âge, ils vont ceux de notre âge, oui, mais les autres. Le mec dont je te parle, alors Mathis, salut si tu nous écoutes, puisque t'as écouté le dernier podcast, du coup j'espère que maintenant t'es un aficionados. Mathis, il a 22. Tu me dis si je me trompe, Mathis, tu m'envoies un texto. On est en direct évidemment. Il doit avoir 22 ou 23 ans. Et peut-être même que j'exagère. Ah oui. Et il y a un autre truc aussi, c'est la différence entre la VO et la VF. Parce que j'avais regardé vite fait un peu la VO. Mais la VF est très bonne. La VF, moi je la trouve au-dessus. C'est Darbois dans le. Bah voilà. C'est Darbois qui. Chérie. C'est des voitures que là tout le monde connaît, quoi. Ouais. Bon bah très bien. C'est vraiment un retour en enfance. C'était un retour en enfance pas prévu. Et quand j'y ai pensé la dernière fois, franchement, mais quelle bonne idée. C'était trop cool. Mais oui. T'as vérifié la tête de Hanson juste pour savoir? Est-ce qu'il est un peu blondiné? Il a 2 frères ou pas? Est-ce qu'il chante? C'est pas doo-wap. C'est umbap. C'est umbap. Non, c'est doo-wap. Doo-wap, on a dit, d'accord? Donc non, c'est pas ça. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Ça me trottait dans la tête depuis tout à l'heure. Il a rien écouté de ce que t'as dit. J'ai rien écouté dès que t'as dit Hanson, je t'en ferai la chronique tout à l'heure. Ok, écoute, c'est gentil. Eh ben très bien. Merci de m'avoir écouté. C'était gentil. On est gentil, hein. Ouais, c'est gentil. Et on va pouvoir passer pauvre con, à mon film. Allez. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la musique du Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Ah, ça. Au Québécois, ils ont appelé ça Petit Pied le dinosaure. Ah. Non mais il s'appelle bien Petit Pied le machin. Oui. Le machin. Par contre, en anglais, c'était The Land Before Time. Oui.
Bon, nous aussi, on a fait une traduction, on s'est fait chier. Je l'ai vu une fois à l'école, je crois. Je crois. Je crois. Je veux dire le réalisateur, parce que je le connaissais pas, mais c'est Don Bluth. Ah bah si, c'est important ça, parce que c'est les Je anciens... croyais que c'était Spielberg, moi. Ah non, c'est Non, les... ça c'est la production de George Lucas et Ça y est, il aime plus. C'est les anciens de chez Disney qui se sont barrés fin 70 début 80 pour faire leur propre société. En animation, il a fait par exemple La Belle au Bois dormant, Merlin le Chanteur, Robin des Bois, Les Aventures de Bernard et Biocca, Roxy Rookie. Et en réalisation, dans les plus gros, il y a Brisby, Le Secret de Nîmes, Fable, Charlie, Rocco, Pousselina, Anastasia par exemple, enfin, entre autres. C'est ouf. Tout plein de classiques. Et il a travaillé sur Dragon's Lair en jeu vidéo aussi. Et oui, le jeu le plus dur du monde. Donc comme je l'ai dit, 6 productions Spielberg et Lucas. De 88 et de 68 minutes. Ça va vite. C'est qu'1h08. Ah ouais. Non, je voyais ça plus long. Très très speed. Ok. Donc de quoi ça cause Allez. De quoi ça cause On est en fait dans un monde clairement post-apo. Post-apo pour trompé d'épisode, Charlie. Pour les dinosaures en tout cas. Ah d'accord. Parce qu'en fait, du coup, la Terre est rasée par les volcans, il y a la dérive des continents, donc plein de séismes et des choses comme ça. C'est la merde. C'est la merde, et du coup, il n'y a plus aucun arbre qui a de feuilles. Et les végétariens sont en exode pour essayer de trouver la vallée des merveilles. Putain, oui. Où t'as la verdure, tout ce qu'il faut. La bouffe. Ça commence comme ça. Et d'un coup, toutes les images me reviennent encore. Ça revient petit à petit. Ouais. Donc les dinosaures sont découpés en 2 catégories, c'est très simple. C'est les manches-feuilles, donc les végétariens. Donc comme je vous l'ai dit, en plein exode à la recherche de la vallée des merveilles. Et dans leur exode, ils ne s'arrêtent que pour couver. Donc ça, on le montre dès le début. Et les dents tranchantes, donc et les mange merde. qui mangent la première catégorie. Le seul à ne pas avoir de voix, d'ailleurs. Tous les dinosaures carnivores n'ont pas de voix. Ah oui, d'accord. Ils sont pas humanisés du coup. Ouais, ils sont pas humanisés. Ils sont vraiment vus comme des bêtes, quoi. Ils sont carnivores, ils sont méchants. Et en fait, on va suivre donc le Petit Pied, qui est un bronchosaure, si je ne me trompe pas, parce que je ne sais plus où j'ai marqué ça. Un brachiosaure. Un bronchosaure. Bien, ouais. Ouais. Et d'autres, donc, qui est un tout enfant, avec d'autres dinosaures, je veux dire animaux, mais si ça marche aussi, mais des dinosaures petits, et du coup, en fait, ils vont se retrouver esselés, et ce petit groupe de dinosaures végétariens va faire la route jusqu'à la vallée des merveilles, en rencontrant de nombreuses difficultés. Évidemment. Déjà suivi Bah par déjà, dents tranchantes. C'était trop dès le facile. début, ça commence très mal, je crois. Ah bah oui, parce que... Il y a un drame dès le début. On va voir deux choses. Tu vas voir les mignonneries, genre les naissances des bébés et tout, les choses comme ça, la gentillesse et la douceur des parents. Et l'amitié entre différentes races de manchefeuilles, du coup. Ça, c'est pas de la même race. Et par contre, le truc horrible, la perte des parents, difficulté de la vie dans ce monde sans feuilles, les attaques du tyrannosaure, les éruptions volcaniques et les séismes, la collision donc, des continents, et d'autres animaux qui tentent de les écraser, on sait pas trop pourquoi. Mais... L'histoire de la collision des continents, ça, je m'en souviens pas. Ils ont pas fait un truc genre, il y a deux falaises qui se rencontrent quand même. Si. Enfin non, pas exactement, mais tu vois, d'un moment, c'est un gros séisme. En fait, d'ailleurs, ils utilisent toujours des mots très simples pour expliquer des trucs qu'on connaît déjà. Oui. Ce séisme, c'est la grande, comment ils disent, la grande trembloterie. D'accord. Ok, c'est des Québécois qui ont bossé. Ouais, le volcan, c'est la montagne de feu. Dès qu'il y a des grenouilles, c'est une sauteuse. Ils ont toujours des noms un peu simplifiés. Ouais. C'est donc Petit Pied qui est un bronchosaure, c'est les longs coups. Vous les appelez les bronchosaures, ceux qui ont. Ah, je me souviens. Exact, c'est un long coup. Moi, d'ailleurs, petit, je croyais que ça s'appelait des longs coups. Sûrement à cause de ce connard. Ah bah oui, sûrement, ouais, ça va être trop lié. Moi, il me touchait pas, je vous le dis tout de suite, ce gars-là. En vrai, c'est un peu bizarre de se faire toucher par lui. Ouais, tu fais ce que tu veux, mon grand. Je cherchais les autres. Donc, t'as les 3 cornes pour les Triceratops, les volants pour les Pteranodons. Ouais, ça me revient. Les grandes bouches pour les Saurolophus, et les queues à pointe pour les Stégosaures. Ouais, donc, j'ai toujours des mots très très simples, parce que clairement, c'est quand même un film pour les enfants. À la base. Il y a un personnage, une espèce de toute petite grenouille là. C'est quoi comme dinosaure ça? C'est une grenouille. Pépé qui a suivi dans tout ça à ce moment-là. Ils appellent ça une sauteuse, du coup. Non, mais c'est une grenouille préhistorique, elle ressemble pas vraiment à une grenouille. Mais... Attends, tu parles dans les personnages principaux? Les personnages principaux, Ah non, oui, d'accord. Parce qu'il y a vraiment des grenouilles, il y a un moment, c'est pour ça. Après, peut-être tu vas en parler des personnages. Dites-tout, je pense que c'est Becky. Becky, voilà. Saurolophus. Ouais, fallait l'avoir, celui-ci. Il n'y a pas un mot simplifié là. Bah si, c'est grande bouche.
Ah, ok. Si t'as moins de 6 ans. C'est ça. Bref. En tout cas, ouais. En tout cas, le petit dinosaure, il y a quand même des thèmes de fond. Donc, genre, la nature est importante pour la survie des êtres qui vivent, tout simplement. Sans la nature, tout le monde crève. Ça se tient. Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas être ensemble. Il y a vraiment toute cette Truc de discussion entre le long cou et les 3 pointes. Et il dit non, tu parles pas au long cou, ouais, tu parles pas aux 3 pointes. Mais bon, ils se retrouvent quand même à faire le voyage ensemble et à s'entraider jusqu'au bout. La vie, la mort, le cycle de la vie, clairement, entre les parents qui crèvent, la naissance des petits dinosaures. Enfin, je vous dis, les parents qui crèvent, c'est vraiment au bout de 5 minutes. Hein. Il y a quand même un petit côté forêt du bois de Katsu quand c'est vachement dramatique Ouais. quand t'es gamin de voir ça. Ouais. Ça, c'est très dramatique au début. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. Et aussi l'orgueil, parce que la 3 pointes est un peu très orgueilleuse, en gros, elle veut pas d'aide, et au bout d'un moment, c'est quand même compliqué quand t'es petit, et t'as plus tes parents et machin. Parce que du coup, en fait, ces gamins se retrouvent tout seuls à cause du séisme que j'ai parlé. Ils se retrouvent donc chacun de leur côté, les gamins en fait d'un côté, et les parents qui se retrouvent de l'autre côté, ils disent hop, on se reverra à la vallée des merveilles. Bonne chance. Ciao les nazes. Ciao. En tout cas, bon, pour moi, clairement, c'est un film de nostalgie qui fonctionne très bien en fait à revoir, quand on l'a déjà vu avant, je pense. Pour des enfants, j'imagine que ça marche encore très bien. Parce que c'est assez cool à regarder quand Donc on est ce serait pas trop daté pour toi? Je pense pas. Je pense que ça passe encore. Après, je sais pas. Donc c'est un beau film entre mignonnerie et je voulais dire un peu moment intensif et triste. Alors bon film d'animation classique. Hein. Donc avec des thèmes de fond clairs et avec la simplicité des noms et même des mots utilisés pour chaque chose ou événement. Du coup, je pense que pour les enfants, ça passe tout le temps en fait à n'importe quel âge quoi. Un truc de le volcan, ah bah c'est une montagne de feu, bah oui c'est vrai, ça ressemble à ça hein, de toute façon. Tu prends des... Après, c'est clair, on va pas se leurrer, ça reste un film pour enfants de 88. Possible que le dessin ne fasse plus vraiment l'effet, mais je pense pas en vrai. Je pense que ça passe très bien. Voilà, la petite présentation de... Après j'ai des petits trucs. Vous voulez d'un petit truc bien triste aussi? Allez. Donc Judith Barcy qui fait la voix de Ducky, qui fait toujours oui oui oui. Ah c'est ça. Non non non. Il semblait qu'elle disait un truc. Donc en anglais yep yep yep. D'accord. Elle avait 10 ans. Ok. Elle a jamais vu le film parce que son père l'a tué. Oh la vache, c'est horrible. Oh, j'étais pas prêt. Yes. On était dans la mignonnerie là. Bah ouais. Ah voilà Charlie, c'est là que démarre ta chronique. Yes, je trouvais ça drôle de la faire comme ça. Excellent. C'est violent ça. Ouais, donc elle est à côté de sa mère, en tout cas enterrée, il y a marqué yep 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 sur sa tombe. Oh, t'es sérieux? Oh la lourdeur. Putain, la Bon après vache. tout. Donc il y a des voix pour tous les végétariens, mais à l'origine Spielberg et Lucas voulaient faire un film complètement mieux. Et en fait, ouais, ils ont décidé. Ils ont fait, Ouais, ça aurait été trop lourd, je pense, pour les gamins. Bah, ils avaient dans en tête un peu Fantasia et trucs comme ça. Ah oui. Ah oui. Qui était il y a longtemps quand même. Parce que Trauma aussi ça. C'est pas le film c'est fin des années 30 début quand 40, il est sorti, il me semble que c'était le premier film d'animation non Disney qui avait eu le plus de recettes lors de sa. Ah, j'ai pas regardé cette info. Bah oui, déjà c'est pas un Et Disney, ça faisait donc il y a grave, pas tant que ça. grave chier Disney parce qu'à cette époque-là, ils étaient au fond du. Bah il y a eu eux et après t'as eu un trou et Shrek quoi. Shrek qui leur a mis un coup de pied au cul aussi. DreamWorks. Ouais. Bah tu vois, c'est ça. En fait, ils voulaient plaire à un public jeune. Donc de rajouter les voix, les explications. C'était pourquoi ils ont choisi de faire ça. D'où le côté scolaire aussi, parce que je te dis, moi je pense que je l'ai vu à l'école. Ouais, c'est possible. Ouais. Ça m'étonnerait pas, hein, parce que c'est vraiment intéressant pour des enfants. Quoi. Il y a eu 19 scènes qui ont été coupées du montage, ce qui fait pourquoi il dure qu'1h08. Ah oui, parce que c'était trop des scènes beaucoup plus avec le tyrannosaure et qui était trop effrayant. Ah, tu veux dire qu'il y a une version uncut de ce truc qui doit être juste génial en fait. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup plus adultes, du coup. Et pour info, vous savez combien de films il y a eu après derrière? Oui, moi je sais. Ah, il y en a Deux autres. Tripotés, Deux Au moins. Au moins, ouais. Ouais. Ouais, au moins, ouais. Je dirais Ouais. 6. 6, Wow. 7. Toi, je te l'ai dit hier, Pedro. Alors c'est plus drôle que ça, parce que je te dis, ouais, après, c'est n'importe quoi et tout, ils en ont bien fait 12 derrière, tu me connais, j'exagère toujours un petit peu. Moi, je le Et là, regarde Charlie je me fais- regarde et il me fait, Exactement. ils en ont fait 12. Oh putain 12 12, ouais. Ah, par contre, il n'y en a vraiment qu'un seul qui est culte. Hein, parce que les Le autres, deuxième, moi, je l'avais en cassette quand j'étais ils gamin. ont Donc dû c'était le premier et le deuxième que je épuiser voyais jusqu'à tout la le temps moelle, moi, quoi. quand j'étais gamin. Avec des cassettes. Ouais, je me souviens que je me souviens encore de la tranche de la VHS avec la tronche du héros sur un triangle. Tu sais, toutes les VHS étaient comme ça. T'avais oui. la tronche du protagoniste principal coupée dans un triangle. Et pour finir, il y a aussi 8 jeux vidéo et une série télévisée. Oui. Mais what? Je savais même pas. Du coup, je l'ai appris en Mais ça, faisant mais des c'est- recherches. c'est complètement tombé dans l'oubli là, les Ouais. suites, les jeux Mais vidéo. tout ça. peut-être pour une bonne Ouais, cause. ouais, Ah, parce que moi, je me souviens du premier.
l'histoire, elle est, enfin voilà, c'est merveilleux. Ils ont vraiment un but, c'est la survie. T'as un côté un peu épique, mais à un niveau enfantin, et dramatique. Et la suite, j'imagine très bien que ça doit être. Le sans deuxième, je l'ai intérêt, regardé beaucoup. En fait, ils sont dans la vallée des merveilles en haut, et il y a les tyrannosaures, mais un couple de tyrannosaures qui arrive. Et en fait, ils ont trouvé l'œuf des tyrannosaures. Ils l'ont récupéré, ces gamins, ces petits cons. Après, concrètement. Et du coup, c'est toute l'histoire de le couple de tyrannosaures qui veut le récupérer, et après, ils essaient de bloquer pour que les tyrannosaures ne peuvent pas rentrer dans la vallée des merveilles. Mise en abîme sur la discrimination raciale. Après, t'as l'explosion de Pixar qui arrive. Et bien plus tard, parce que là on est en 88. Pas bien plus tard. 85, 95, 96 Pixar. Combien 88. 88 Pixar, 94, 95 95, 96. D'accord, ok. Donc t'as l'explosion de Pixar. Et un petit peu plus tard, t'as l'âge de glace. Et l'âge de glace qui remplit un peu ce rôle maintenant. Alors que c'est peut-être moins bon, j'en sais rien. Je sais pas, je peux pas. J'adore l'âge de glace, spécialement. J'en sais rien du tout. J'avais failli parler du troisième où c'est vraiment le voyage au centre de la Terre. Ils se retrouvent dans une zone où il y a les dinosaures qui sont encore là. Parce qu'en gros, c'est après les dinosaures quand même. L'âge de glace, oui, c'est juste après, c'est ça. C'est après l'extinction. Avec Jim Carrey qui fait la voix d'un petit truc. Je sais pas comment ça s'appelle. Ils se retrouvent c'est déjà moins enfantin, l'âge de glace. Oui, clairement. Mais ça passe fait. pour des enfants aussi, parce que t'as des petits trucs fun, je pense. Bien sûr. Mais oui. Alors après, de toute façon, même derrière, 88. 94, le Roi Lion derrière, Aladdin, c'est pas très loin. C'est ça, après, c'est derrière justement par rapport à ça que Disney revient en force, justement. Ils changent leur équipe de production. Et là, t'arrives dans les années 90 et t'arrives avec des grosses productions Disney. Bah ouais, ce que je l'ai dit. 97 Anastasia. Pousselina. Vous connaissez Pousselina? Non. Bah, ma sœur est hyper. Je l'ai vue 150 000 fois à cause de ma petite sœur. C'est ça, ma petite sœur, et la musique en fait. Insupportable. On dirait un titre de Boulard. Je savais pas que ça existait. Oh. Bon, voilà pour le petit dinosaure. Très bien, merci beaucoup, cher Charlie. Pour ce retour en enfance. On va pouvoir passer à Angelo. Pour un autre. Sans préambule. Film pour Sans enfants. préambule. Bah oui, je te mets. On va pouvoir nourrir Charlie aussi, parce qu'on a tous tapé là-dedans, mais pas Charlie. C'est bon, c'est plus chaud. Quoi? Oh, ça alors, monsieur ADN, mais d'où sortez-vous, dites-moi? De ton sang. Une seule goutte de ton sang contient des milliards de brins d'ADN, les fondations de la vie. Une molécule d'ADN, comme moi, est un négatif pour créer une chose vivante. Et il arrive que des animaux qui ont disparu depuis des millions d'années, comme les dinosaures, laissent leur négatif pour qu'on les trouve. Il faut simplement savoir où chercher. Il y a 100 millions d'années, il y avait des moustiques comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, ils se nourrissaient du sang des animaux, même des dinosaures. Parfois, après avoir piqué un dinosaure, le moustique allait se poser sur le tronc. L'intégrale. Non, je l'ai arrêté quand même avant, parce que ça dure encore plus longtemps. C'est bon, tu peux y aller, Angelo. Ok, merci. Eh bien, une fois n'est pas coutume, messieurs, j'ai fait une chronique un peu spéciale. Je ne vous ai pas fait une chronique en 3 parties, ni même en 2 parties, ni en 4, ni en 7, mais je vous ai fait juste une longue déclaration d'amour à Jurassic Park que j'appelais une déclaration d'amour à Jurassic Park. Je vous demanderai, une fois n'est pas coutume, de retenir vos réflexions pour la fin. Je lis d'abord cette déclaration et après on pourra échanger. Voilà, donc je commence. Il y a des films qui vous marquent. Tout comme certains morceaux de musique qui s'ancrent dans votre mémoire et s'associent à un souvenir, des images, des moments, une époque spécifique de votre vie. Jurassic Park, c'est le premier long métrage que j'ai vu de ma vie au cinéma. Le premier film qui n'était pas un film d'animation Disney pour être exact. Le film est sorti en France en fin d'année 93, mais ce film, je l'ai vu en salle en 1995 au cinéma Variété, boulevard du Maréchal Foch à Angers, qui n'existe plus maintenant depuis bien longtemps. Ce film, c'était mon papy qui m'a emmené le voir. Juste lui et moi, parce que lui comme moi, nous étions fascinés par les dinosaures, et c'était pas vraiment le cas de mamie, qui en plus n'était pas friande de violence en règle générale. Il avait pris 2 billets et m'en avait fait la surprise, juste après le déjeuner, de sauter dans sa grosse Passat rutilante pour se dépêcher d'être à l'heure au centre-ville avant le début de la séance. Déjà, gamin, être assis et se sentir minuscule dans cette gigantesque salle noire, ça me foutait les frissons. Mais là, je peux vous l'assurer, ce coup-là, précisément, j'étais pas prêt. J'avais 7 ans, si je ne dis pas de bêtises. J'étais pas prêt du tout, parce que Jurassic Park, au moment où je m'assois avec mon papy, je sais pas ce que c'est, figurez-vous. Il m'en avait pas fait le pitch. Voilà. Donc, et si vous vous souvenez de la toute première scène du film, où dès le départ, Spielberg vous laisse entendre qu'il va être à son plus haut niveau cinématographique dans la maîtrise des codes hitchcockiens, dans la mise en scène par exemple, et que vous n'avez que 7 ans, vous pouvez deviner ceci, papy ne vous a pas emmené voir un autre Disney.
Dans Jurassic Park, il y a tous les ingrédients d'un grand film. Et plus encore. Il y a en premier l'émerveillement devant une telle perfection des effets spéciaux post-prod mêlée à la perfection des effets pratiques animatroniques. On se souvient tous de cette scène précise. Ces gros plans sur les visages des paléontologues, qui est un gros plan typiquement Spielbergien / Hitchcockien, se décomposant béatement devant l'apparition des brachiosaures dans la prairie, sur la bande-son extraordinaire de John Williams étant lui aussi dans cette œuvre à son plus haut niveau. Tiens d'ailleurs, rien qu'aux premières notes, impossible de ne pas avoir tant de scènes qui reviennent en mémoire. Chacha, s'il te plaît, extrait numéro 1. Oh, et puis merde, on voit l'extrait numéro 3 direct. Ouais, oui. On voit la sauce. Ah oui, surtout ça. Ah ouais. Là, c'est le moment où il découvre les dinosaures pour la première fois. Là. Ouais, Tu l'as plusieurs fois, parce que tu l'as aussi au moment où le T-Rex il arrache la banderole Ah Jurassic oui. Park. Ah, tu l'as à la fin aussi. Et oui, ça revient à tous ces moments. Il y a l'émerveillement devant les décors, les gadgets, les équipements, les Ford Explorer vertes et jaunes, et ce grand portique Jurassic Park, nous donnant envie nous-mêmes de faire partie de l'invitation à visiter ce parc l'espace d'un week-end. L'émerveillement pour cet univers. Il y a aussi l'aventure, il y a l'humour, et puis rapidement des éléments, des codes du film d'horreur, du suspense. Bref, Jurassic Park n'est pas un film de genre, c'est un film de genre avec un S. Un film qui, grâce à la maîtrise de son réalisateur, s'est enchaîné séquence après séquence des scènes mémorables et cultes dans un rythme qui ne laisse jamais vraiment le spectateur reprendre son souffle. Essayer de reprendre son souffle devant tant d'incertitudes sur la capacité de survie de ce petit groupe incongru de personnes face à des événements qui dégénèrent et les dépassent totalement. Attention, ce film n'est pas seulement que du spectacle, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se retrouve avec des personnages si différents qui s'interrogent chacun dans leur champ de compétences. Il y a une réelle question d'éthique, et d'éthique scientifique, dépassant le cadre moral ou moralisateur chrétien basique si fréquent dans le cinéma hollywoodien que l'on connaît habituellement, sans compter le cynisme devant les recettes économiques et les retombées en royalties et merchandising de ce concept. On connaît tous cette réplique. J'ai dépensé... Sans compter Ah merde, putain, j'ai cru qu'elle allait Non, c'était pas Charlie, l'extrait. j'étais en train de réfléchir. Attends, j'ai pas ça. Non, c'était pas l'extrait. J'ai dépensé sans compter. Vous m'avez fait peur là, j'ai cru que... Oui, non, pas de problème. Ok. Donc voilà, et peut-être est-ce là la plus grande force de ce film, qui n'est pas seulement un classique des années 90, mais un classique tout court. C'est que la technique de ce film ne l'ancre pas totalement dans son époque, mais ses thèmes, ses codes de genre, sa mise en scène et son montage le rendent atemporel. Par exemple, quand la course-poursuite avec le T-Rex commence, ou quand les enfants tentent de s'y dissimuler et de se soustraire à la traque de plusieurs vélociraptors dans la grande cuisine, qui pourrait affirmer que ces mécanismes soient datés et ou qu'ils aient mal vieilli ? Ah tiens, d'ailleurs, un point de détail. Depuis 1993, on sait que les vélociraptors, en fait, ils sont pas si grands que ça, et que surtout, ils étaient probablement plumés, comme tant d'autres dinosaures, soit dit en passant. Voilà, tout ça pour vous dire que à chaque fois que je regarde de nouveau Jurassic Park, comme la toute dernière fois cette semaine, justement pour préparer cette chronique, je retombe instantanément en enfance. C'est plus fort que moi. Je regagne cet émerveillement. Je pardonne les petits défauts. Par exemple, le stéréotypé méchant Dennis Nedry, qu'on pourrait traiter de grossophobe aujourd'hui. Oui, il est sale, il a pas d'hygiène de vie, c'est un gros con, il a pas de principe. Ouais, voilà. bon, ok. Je peux rejouer tous les dialogues, toutes les scènes, même l'affiche du film, pour moi, cette affiche noire unie avec le logo du parc. Pour moi, c'est quelque chose de particulier, de beau, de culte. Dans Jurassic Park, il n'y a que Jurassic Park. Un seul film, ce n'est pas une franchise, le reste n'existe pas. Et puis le véritable thème musical que je chéris n'est pas celui que je vous ai fait partager tout à l'heure, mais celui-ci. Et ça, c'est Jurassic Park. L'aventure. Quand l'hélicoptère arrive. Oui, monsieur. J'ai dépensé sans compter. C'était ta conclusion de chronique, les 3 dernières phrases là. J'ai envie de t'embrasser. J'ai la gastro, je te rappelle. Ouais, j'ai moins envie de t'embrasser. Voilà, c'est fini, c'est tout pour moi. Putain, mais ce que t'as dit à la fin, c'est... Pardon, je me permets, je rebondis direct, mais Vas-y. c'est ce que j'allais dire.
Rien après ça qui porte la mention de Jurassic Park n'existe à mes yeux. Mais oui. Tout est à chier. Exactement. Tout. Alors que ce film c'est pas forcément à chier, mais c'est. C'est en dessous. Atroce. À part peut-être quelques scènes du premier Jurassic World qui valent le détour pour la technique. Alors, mauvaise foi à part, déjà je les ai vus bien après Jurassic Park, donc j'ai plus l'émerveillement. Et puis à cela s'ajoutent les errements de réalisation. Enfin, on n'est pas sur la maîtrise du premier. On peut pousser encore même le délire, si tu veux, c'est que c'était clairement fait pour faire de l'argent, puisque les producteurs et Monsieur Spielberg sont allés demander à Michael Crichton d'écrire la suite. C'est une commande. Le deuxième bouquin qui s'appelle Le Monde Perdu, que j'ai lu, qui est pas mauvais. C'est Michael Crichton, c'est pas mauvais. Mais c'est une commande. Et en plus, c'est que le bouquin est pas mauvais et ils ont réussi à mal l'adapter. C'est dommage. Et puis Jurassic World, il n'y a plus d'animatronique du tout, donc on perd des choses. Oui, on perd. D'ailleurs, il y avait un mélange effets spéciaux, animatronics. C'est ce que j'ai dit, oui. En fait, ce qui est génial, c'est que ça concocte le meilleur des deux mondes entre les effets spéciaux qui sont... Alors, je dirais pas qu'ils sont discrets, parce que justement, par exemple, la scène avec les Brachiosaures, voilà, elle est là. Mais c'est bien fait parce que ça dure pas longtemps. Et la scène avec les animatroniques qui, pareil, joue sur les effets de lumière pour qu'on ne voit pas trop que c'est de l'animatronique. Je vous rappelle que la plupart du film se passe de nuit pendant la tempête. Et il y a une raison à ça, justement. Alors, il y a une raison qui est Hitchcockienne. Je vais sur les codes du suspense parce que je vous rappelle tous les gros plans avec sans arrêt la lumière striée sur les visages de Samuel L. Jackson qui fume sa clope. Enfin, on est vraiment sur les codes typiques Hitchcockiens que Spielberg chérit. Et c'est là-dessus qu'il joue justement sur les codes du film d'horreur, en fait, où on arrive sur de la survie. Si vous vous souvenez brièvement, les scènes où Samuel L. Jackson disparaît, elle se retrouve dans les couloirs à essayer de rétablir le courant. Mais oui, Samuel L. Jackson, l'informaticien. Tu ne te souviens pas? Mais bordel, c'est Samuel L. Jackson. Bah oui. Mais j'ai jamais fait le rapprochement, évidemment. Et si, c'est lui. Bah oui. Donc voilà, toutes ces scènes, ces gros plans sur les personnes à chaque fois avec leur visage, avec le regard, la lumière sur le regard. Je pense son chef Safari là. Quand le Vélociraptor arrive et qu'il a un regard mais paniqué le chasseur, en tant que spectateur, on est tous transportés là-dedans. Ouais. Et la scène de la cuisine est totalement dingo. Incroyable. Quand t'es gosse, la gelée. La gelée qui tremble. La scène avec le T-Rex et Lunaire au début, quand on y pense que les gamins, rien n'est rationnel. C'est-à-dire que donc le T-Rex, il bouffe la chèvre. La gamine, on sait pas pourquoi, elle allume une lampe torche qui attire le regard. Mais pourquoi? Et à partir de là, la panique. Le mec qui est avec eux se barre en courant, donc il laisse les deux gamins dans la bagnole. Et les deux derrière regardent la scène se passer en ne faisant absolument rien. Jusqu'à ce qu'ils disent, on va peut-être faire quelque chose. Il y a tellement de scènes iconiques. Le gosse qui monte au câble et tout d'un coup, le voltage est remis. Il y a des scènes toutes bêtes. C'est le verre avec l'eau qui tremble. Incroyable. C'est tout bête. C'est un verre d'eau. Ah, c'est juste de l'eau. Il a un dessert à la gelée. Le gamin, elle est parce que j'avais jamais bouffé ça de ma vie et moi. Ouais, mais pour moi c'est le verre d'eau. Il y a un dessert à la gelée, un espèce comme un flambi, mais c'est de la gelée transparente jaune sur la table. Oui, verte, pas jaune. Elle commence à trembler sur le dessus. Elle voit la silhouette des Vélociraptors en ombre chinoise. Je me souviens surtout du verre. Apparemment, c'était assez technique à faire parce que tu peux pas reproduire ça naturellement juste en tapant à côté. Non. Je crois que c'est le genre, il y avait une corde de guitare qui était connectée sous le verre. Il faisait vibrer la corde à une certaine. Et c'est ça qui faisait les remous pour avoir vraiment la vibration exactement comme il voulait l'avoir à l'image. Les ronds dans le verre. Et il y a un faux raccord que j'ai jamais réussi, même déjà gamin, que j'avais repéré direct et j'ai jamais pardonné parce que c'est vraiment le plus gros faux raccord. Mais souvenez-vous, donc la chèvre, donc les deux Ford Explorer qui sont paralysés, la chèvre disparaît. Souvenez-vous de cette scène, ils sont dans une jungle. Hein. Oui. Le T-Rex apparaît, il retourne la première bagnole, machin, il se barre. Il passe au niveau de la clôture et là d'un coup ça devient une énorme digue. Il n'y a plus du tout de forêt. La première Ford disparaît dans un arbre. Il y a un énorme fossé. Et là on se dit mais alors attendez, à quel moment il est où comment le T-Rex il a fait pour passer au-dessus du barrage? Ça marche. Bah ça marche parce qu'on est transporté, mais tu dis mais en vérité ça marche pas du tout parce que du coup on change totalement de décor en fait. On change de décor pour que ça marche pour le film. Tu l'as vu trop de fois. Non mais c'est parce que je l'ai vu trop de fois. Ils ont fait 7-8 mètres de plus et tu t'en es pas rendu compte toi. T'étais pris dedans. Ouais. Allez. Et on dit que ça marche. On parle, enfin, comme vous l'avez dit, toutes les scènes sont iconiques, mais la scène où donc le méchant Denis Nedry essaye de se barrer et tombe sur les petits dinosaures. Celle-là, gamin, elle m'angoissait. Mais à 7 ans, parce que t'es sorti de la salle, en fait, j'étais bizarrement
J'étais alors je traumatisé c'est sûr, mais fasciné, émerveillé en même temps, ouais. émerveillé et fasciné en même temps parce que c'était des dinosaures, enfin c'était pas toi de l'horreur pure et c'était tellement bien fait. Même aujourd'hui, je trouve que ça a tellement bien vieilli que t'es obligé de t'émerveiller. Moi, du coup, c'était pas je l'ai pas vu au cinéma, mais c'était ma première VHS. Mon père avait ramené cette VHS. Ouais. C'est la première qu'on a eue. Ouais. Et je crois qu'il réalisait pas. Tu l'as usé. Lui non plus. Mon grand-père, clairement, il l'avait pas réalisé. Hein. C'est un truc de première fois parce que moi, je crois, on était invités chez des amis de mes parents et ils passaient pour la toute première fois à la télévision, donc 1 an sûrement ou 1 an et demi après sa sortie cinéma. Et je crois que c'est la première fois que je regardais un film un dimanche soir devant la télé. Pendant que mes parents étaient en train de s'amuser à côté et nous on avait du coup il est sorti en 93. Donc c'est ça en France. Donc j'ai dû le voir à 6 ou 7 ans. Ah, et ouais, j'étais pas super. Tu devais être happé en plus par les images. Ouais. Bah oui. La scène où elle arrive, elle rétablit le courant et t'as la main de Samuel Ah là Jackson là, qui lui tombe sur l'épaule. Et c'est fou parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que je l'ai pas vu depuis longtemps, mais que ça fait partie des films que j'ai sûrement le plus vu dans ma vie. Et dont les scènes reviennent comme ça. Ouais. Ouais, toujours. Voilà. J'avais un petit fun fact là-dessus. J'avais fait un quiz sur mon super podcast. Raconte-moi tes pépites. En fait, du coup, comment il s'appelle le directeur Ian Malcolm. Non, pas du John Hammond. John Hammond. Il a sa canne avec donc un moustique dedans. Avec l'ambre. Dans l'ambre. Parce qu'à la base, il récupérait le sang. Voilà. Je sais ce que tu vas dire. Et du coup, c'est exactement, ils ont dit que c'était un moustique éléphant. Et il faut savoir que donc du coup à l'origine il aurait dû sucer les dinosaures et du coup garder le sang. Ouais. Sauf que ça fait partie de l'un des rares races de moustiques qui ne piquent pas. Merde. Bon bah fin du film. Voilà. et en plus de toute façon, même s'il avait piqué, il y a ça. En 30 ans, on n'a jamais réussi à prouver que de l'ADN aurait pu rester prisonnier comme ça aussi longtemps. Ouais, ça faisait marrer ce petit truc. Mais sinon, l'idée elle est brillante quand même de Crichton au départ. Et puis les questions que ça soulève derrière sont géniales aussi. Le fait de éthiquement parlant, le fait de jouer avec ça, le fait de faire retourner, de totalement chambouler en fait l'ordre naturel des choses, d'avoir des prédateurs au-dessus de l'homme. Est-ce que tu te rappelles que quelques mois plus tard, très peu de temps après, on a Dolly, la première chèvre clonée en Grande-Bretagne. Ah oui. Et en fait, le débat éthique est exactement le même. Exactement le même. Ouais. Clairement. C'est fou. Voilà, revoyez-le si vous l'avez revu plein de fois et si vous ne l'avez jamais vu, j'arrive pas à y croire, donc regardez-le pour une première fois. Tu veux un petit disco laser pour finir ton... Allez, vas-y. Bien, merci Angelo. On va pouvoir passer Angelo. au Pépé qui veut nous parler jeux vidéo. Je me demande si c'est pas ça parce que je tapais OST Dino Crisis. Mais avec un casque là, je trouve que le cri du dino du T-Rex il est métallique. très, très bien réussi. Il est pas mal. Donc, laissez-moi vous emmener à nouveau en voyage à travers le temps. Yes. Non pas jusqu'à l'ère du Crétacé cette fois-ci, mais à la fin du siècle dernier, un temps où les gamers fans de dinosaures n'avaient pas grand-chose à se mettre sous les canines. Des jeux pas ouf en 2D, un sympathique jeu de tir en 3D Turok. Non, rien. Et un niveau mémorable dans Tomb Raider quand même. Mais heureusement, Capcom nous sort en octobre 1999 sur PlayStation 1 au prix de 399 francs. J'ai retrouvé le prix. Dino Crisis, prononcez-le comme vous voulez. Donc qu'est-ce que c'est Dino Crisis ? C'est un jeu d'action horreur où l'on doit affronter des dinosaures échappés d'un laboratoire. C'est un peu un croisement entre le film Jurassic Park de Spielberg et la série de jeux vidéo Resident Evil de Capcom. Pour en savoir plus, comme souvent dans les manuels fournis avec les jeux en boîte PlayStation,
nous avons le droit à un synopsis très inspiré et traduit avec soin, ici intitulé Mysterious Catastrophe. Alors, je déconne pas, c'est vraiment ils se sont ratés sur les 2 premiers mots de la traduction. Je vous le lis vite fait. Allez. Il y a 3 ans, un grand scientifique se consacrant à la recherche périt accidentellement au cours de l'une de ses expériences, portant sur le développement d'une technique d'énergie pure surnommée la tri-énergie. Donc déjà, on n'est plus vraiment dans le même délire que le moustique coincé dans le lambre. Hein. Donc ça fait des années qu'on a du triphasé dans nos cuisines, désolé, mais... Donc l'explosion accidentelle se produisit peu après que la gouvernement ait cessé de financer le projet. Je lis tel quel. Oui, tel quel, j'ai compris. Finalement jugé non productif. Pour la grande majorité de l'humanité, cela ne fut qu'une nouvelle insignifiante parmi tant d'autres. Ok. En gros, la télé nous a flingué la tête quand même. Hein. T'as la Triforce qui explose en libérant des dinosaures et tout le monde s'en cogne. Et ça fait un sujet de 3 minutes au JT de 13h, mais je me suis dit, ok, c'est plausible, vu le temps qu'on a consacré au dernier rapport du GIEC. C'est possible. Allez, je pense qu'on serait plus au taquet sur les dinosaures. Ouais, il y a des gens qui seraient intéressés. Je continue, mais au début de l'année, un agent militaire envoyé sur l'île d'Ibis en mission spéciale rapporta de surprenantes informations. Le docteur serait bien vivant et continuerait ses recherches dans un centre militaire de la République de Borgini. Alors cherchez pas, ça n'existe pas. La fameuse. Voici donc l'agent spécial Regina en route pour l'île isolée. Elle est accompagnée de son équipe d'élite spécialement entraînée pour les opérations militaires confidentielles. Chaque membre de cette équipe est spécialisé dans un domaine particulier. Leur objectif, infiltrer l'île, trouver le docteur, le ramener sain et sauf vers son pays d'origine. Bref, simple mission de routine. C'est vachement spécial. Donc je récapitule pour ceux qui n'ont pas bien compris. Il s'agit d'une mission spéciale militaire. Bon, en vrai, on n'est pas vraiment là pour le scénario. Vous l'aurez compris avec ce... Clairement, tu m'étonnes, John. On est avant tout là pour avoir la frousse et buter du dino. Donc parlons du jeu. Donc déjà, dans ce jeu, pas de caméra au-dessus du personnage, ni à l'épaule. Les angles de caméra changent en fonction de là où vous vous trouvez. C'est un système instauré en 1992 par Alone in the Dark, puis popularisé par Resident Evil en 1996, donc seulement 3 ans plus tôt. Les plans fixes. Et c'est un système désormais totalement désuet, mais qui à l'époque fonctionne très bien, surtout pour le genre horreur, puisque ça permet aux créateurs du jeu de garder un peu la maîtrise sur la mise en scène, en cachant des dinos dans des angles morts de caméra, par exemple. Sauf que là, nouveauté, waouh, les décors ne sont pas fixes, ils bougent, la caméra vous suit. Fini les décors en 2D, place à la 3D en temps réel. Du coup, c'est beaucoup moins joli et détaillé. Mais waouh, quand même, on a l'impression d'être suivi par des caméras de vidéosurveillance, c'est complètement dingue. Et ça permet aussi des travelling et donc des scènes d'anthologie, dont une course-poursuite avec un T-Rex, avec la caméra qui vous suit. Bref, à l'époque, j'étais totalement bouche bée devant mon tube cathodique. Et je ne réalisais pas à l'époque le manque pourtant flagrant de fluidité dans les mouvements. Parce que oui, le contrôle de Regina dans Dino Crisis, il est rigide, c'est une horreur. Pourquoi le sexe? En plus, tu auras l'occasion de le dire plus tard, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Ah bah non, trop tard, t'as bouffé ton... Ah oui, non, bah du coup, t'auras plus le droit. Ouais. Donc ok, on est quand même sur le même modèle qu'un jeu de Resident Evil, sauf que là, c'est plus des zombies débiles et mollassons qu'on affronte, c'est des putains de dinosaures, donc... C'est un peu dommage. Elle a beau être pourchassée par des hordes de vélociraptors et un T-Rex hargneux, il lui faut bien 2 bonnes secondes pour effectuer un demi-tour. Ça casse un petit peu le rythme. Ah oui, et je vous parle pas des ouvertures de portes à la Resident Evil. Bref, allez écouter notre épisode pilote pour en savoir plus. Bien j'en joué, avais parlé bravo. Bien, Très ouais, fort. Il est très fort. parlons du bestiaire. Bah pas grand chose finalement. Hein. Ouais, désolé, hein. Je vais un peu le casser le jeu, mais on a un T-Rex, le gros lézard, beaucoup de vélociraptors, donc les lézards qui courent vite, le pteranodon, le lézard volant. Qui sont des dindons, du coup on l'a appris. Des dindons, voilà. On a aussi les Compsognathus, le petit dindon du coup, et le Therizinosaurus. Donc là c'est un gros dindon avec des grands bras et une tête d'œuf. Et ça s'arrête à peu près là. Constat, mais pourquoi ce jeu est-il génial alors? Eh ben j'avoue que je sèche un peu là. Angelo, je te laisserai la parole après parce que je sens que t'as envie d'en dire du bien. Moi, en y retouchant là, j'ai trouvé que ça avait assez mal vieilli. Ah merde. Donc je me suis dit que c'est vraiment, vraiment beaucoup la nostalgie qui fait que pour moi c'était un jeu mythique. Parce que oui, il y a 23 ans,
en effet, on était quand même moins exigeant sur les jeux vidéo. Et justement, puisque c'est un jeu rétro, je me suis amusé une fois de plus à faire une petite revue de presse des tests et previews qu'on pouvait lire dans les magazines spécialisés. Alors, je vous le dis, j'ai galéré à retrouver les tests, noyé dans une actu assez forte au moment de sa sortie. Parasite Eve 2, Rayman 2, putain. Quake 2, Spyro 2, Gran Turismo 2, GTA 2, Medieval 2, House of the Dead 2, Bomberman 64 2, Ready to Rumble, FIFA 2000, Tomb Raider 4, Final Fantasy 8, enfin voilà. Il y avait du lourd, donc j'ai un peu galéré. J'en ai quand même retrouvé dans Console Plus, Player One, Joypad et aussi jeuxvideo.com, du coup, qui fête ses 25 ans cette année. Okay. Donc à l'époque, il sortait déjà des... Donc vous vous souvenez de ma revue de presse de Tomb Raider dans l'épisode sur les explorateurs ? Oui. Plutôt pervers, les journalistes. Oh oui. Qu'en est-il 3 ans plus tard ? Le siècle. Joypad... Allez. Non, c'était pas maintenant. Joypad répond tout de suite à la question. Je vais prendre ma voix de testeur, de journaliste. ou de testeur. Vous incarnez une jeune femme au nerf d'acier, portant le nom assez peu banal de Regina. Premier point, le jeu n'est pas sexiste. Okay. Alors, ok, pourquoi ? Parce qu'on incarne une femme. Donc ça voudrait dire que le jeu Dead or Alive Extreme Beach Volleyball où on joue des femmes siliconées en bikini n'est pas sexiste. Ah bah pas du tout. Mais attends, mais je sais pas, je me pose la question. T'as déjà cité ce jeu? Ah bon? Non, je crois pas. T'es sûr? Ouais, je suis quasiment sûr. En tout cas, j'y ai jamais joué, je vous l'avoue. Je suis un jeu persuadé que t'as déjà cité ce jeu. Bah possible. Ah, et réécoutez tous les épisodes et vous nous le dites. Vous le retrouvez, vous gagnez un truc, mais on vous dira quoi plus tard. Plusieurs fois pour être sûr. Ou alors peut-être parce qu'elle s'appelle Regina. un autre pizza, tout le monde aime bien le pizza. Enfin bref, j'ai pas trouvé pourquoi c'était pas sexiste d'après lui. Mais qu'en est-il des testeurs, sont-ils sexistes? Le même gars, 2 lignes plus loin. La jeune femme est dotée de sang-froid et de charme. Qu'est-ce que tu fais avec ta main gauche? Il lit, me touche le téton. Laisse-le lire sa chronique. Je me mets dans la peau du journaliste. Exactement. Pareil dans Console Plus. La belle et svelte Regina. Un peu plus loin, Regina, la belle rousse, faceuse de dinosaures. Dans jeuxvideo.com, vous jouez le rôle d'une très jolie femme du nom de Regina. Celle-ci se place dans la mouvance des nouvelles héroïnes de jeux vidéo. Belle, intelligente et sachant manier le 9 mm Parabellum comme personne. Le sexisme. Là, mais sérieux, les testeurs, quoi. C'est juste un gros tas de polygones, quoi. Bon, sincèrement, à part des allusions libidineuses et des notes un peu aléatoires, ils n'ont pas grand-chose de plus à dire que ce que je vous ai dit précédemment. D'ailleurs, vite fait, les notes. Joypad 6 sur 10, Console Plus 90%, jeuxvideo.com 17 sur 20. On est sur de la bonne note, hein. Mais bon, voilà, c'est un peu décevant, mais je vous ai quand même gardé le meilleur pour la fin. Player One, qui nous sort un test d'anthologie. Donc là, pour le coup, on parle uniquement du jeu. On n'est pas en train de faire des allusions... Et le jeu se fait allumer. C'est assez savoureux. Donc là, je vais prendre une voix de testeur pas content. Pas content. C'est le Resident Evil du pauvre. C'est la pompe à fric de Capcom qui continue. Là, j'ai envie de leur dire, si vous saviez, les gars, c'est que le début. Hein, ouais, c'est Capcom. C'est clair. C'est une rigolade, une plaisanterie de mauvais goût de la part de Capcom. Non mais où va le monde? Pourquoi pas Street Fighter versus Jurassic Park? Et là, en fait, les gars, ça existe déjà depuis 1994 sur borne d'arcade. Ça s'appelle Primal Rage. C'est selon moi une vraie chiasse. Si vous en voulez encore, il y a Combat de géants dinosaures, sorti en 2008, beaucoup plus tard, du coup, sur Nintendo DS. Bref, je continue. Dino Crisis abonde en débordement trash. Une pratique plus mode que scénaristique. Irresponsable, Capcom? Et oui, parce que en fait, à l'époque... C'est l'époque où les jeux vidéo étaient encore responsables de la violence chez les jeunes, des tueries de masse et des guerres. Oui, c'est vrai. Donc oui, du coup, j'avais oublié qu'Hitler c'était un grand joueur de jeux vidéo. Exactement. Du coup, voilà, il a été très choqué par ces scènes de pixels rouges sur son écran. C'est pas lui qui a lancé Atari? Oui, c'est ça. Après, il aborde le sujet des énigmes. Les énigmes pourraient être résolues par des chiards de 3 ans. Alors, c'est pas totalement faux. Mais heureusement pour les enfants qui seraient bloqués, dans le livret du jeu, il y avait des solutions. On pouvait appeler la hotline 24 heures sur 24. Alors j'ai appelé, le numéro n'est plus attribué. Mais c'est pas grave, il y a le 3615 Virgin Game.
Donc j'ai un Minitel chez moi, mais le service est désactivé depuis le 30 juin 2012. Mais vous pouvez aussi envoyer un fax. Alors je sais pas comment ça marche. T'as des fax sur internet. Ah, tu peux envoyer un fax par internet. Un fax par internet. Ah bah du coup j'essaierai. Oh yeah. Parce que sinon il y avait encore une dernière solution, le web online comme ils le disent dans le livret. Je suis allé sur virgininteractive.fr et en fait c'est un site de réparation de câbles HDMI. Donc le nom de domaine a été cédé. Donc voilà, bien dommage. Il en rajoute un petit peu après sur les énigmes. On alterne une énigme résolvable par un fœtus, puis un puzzle qui collerait des mots de crâne à Albert Einstein lui-même. Mais pas à votre serviteur, cela va sans dire. Okay. Le melon, putain, le le melon melon du du mec. Et je vous passe les passages où il chie sur tous ses confrères qui ont encensé le jeu. Il prône sa supériorité de jugement, enfin bref. Très bien. Il a une dernière petite phrase. Tu pourras nous dire qui est l'auteur? Son pseudo c'était Fetty. D'accord. Fétide, oncle Fétide. Et une dernière petite phrase de Fetty. Au cours de l'aventure, Regina est entretenue par radio de l'avancée des opérations par son acolyte Black. Voilà, ok. Bon, au moins, lui n'est pas sexiste. Voilà. Donc, on s'attend à une note très salée. Bah, 70%. Sérieux? 70%. Le mec, il a allumé le jeu c'est un bon sur tas de 3 pages. Il y avait une preview d'une page aussi où il allumait déjà le jeu avant la sortie. Comment tu peux mettre 70% après tout ce qu'il a dit quoi? Et puis il y a 2 autres testeurs qui viennent mettre leur avis sur des petits encarts. Et ils allument tous le jeu et 70%. Ok les gars. Bon bah d'accord. Comme quoi les notes. Voilà. Ouais. Ça veut pas dire grand chose. Ouais. Putain la vache. Mais bon voilà. Depuis, les fans de dinosaures ont eu le droit dans les années 2000 à d'autres épisodes de Dino Crisis. Pas forcément, je dirais. Le 2 était pas mal. Orienté un peu plus action, mais après voilà, ça part c'était trop PS1 action. ou PS2? Le 2 reste PS1 et après on passe sur une nouvelle génération. D'accord. D'autres jeux de Turok également. Ouais. Et plus récemment, il y a des bons jeux quand même de dinosaures. En 2015, on a un Primal Carnage. Alors, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein, mais on incarne des dinosaures ou des soldats. On affronte un peu tout ça. On a un jeu de survie, j'ai pas testé, ça a l'air pas mal. Ark Survival Evolved. Ah oui, ça, celui-là j'ai entendu parler. Un jeu de gestion Jurassic World, du coup, qui a l'air vraiment pas mal. Jeu de gestion. Tu gères le parc. Gestion de Tu parc. gères. Faut nourrir t'as intérêt à récolter du bois, sinon tu peux pas nourrir Et avant ça, t'avais aussi Zoo Tycoon. Ouais, voilà, en fait, c'est les simulations de gestion de parc. Je trouvais ça très étonnant, justement, que ça n'ait pas été adapté, à moins qu'ils viennent, pardon. Pour finir, quand même, le meilleur jeu qui est sorti en 2014, le jeu de plateforme du navigateur Internet Chrome. Ah oui, bah oui, évidemment. Probablement le meilleur jeu, le T-Rex Game. Ouais, évidemment. Voilà, du coup, j'en ai fini. Angelo, je te laisse la parole si tu as des choses à dire. Moi, attends, explique aux gens comment on accède au T-Rex Game. D'avoir rejoué. À quoi? Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Comment on accède au. Mais dis aux gens comment on accède au T-Rex Game. Il suffit de pas avoir internet, quoi. Ah bah il faut quand même, il faut faire un clic droit. Ah non, si tu démarres Chrome, si t'as pas internet, t'es sur le T-Rex Game. Tu as le T-Rex qui apparaît, mais tu sais pas comment jouer. Oui. Oh, je pense que t'appuies sur espace ou n'importe quoi. En tout cas, faut faire une action. Mais là, t'as le petit dinosaure que vous voyez quand vous avez pas internet et que vous quittez la page. Il peut vous faire perdre du temps. Tu cliques dessus. Voilà. Bah écoute, non, je pense que c'est de la nostalgie. Alors, moi, je voyais ça comme le premier Resident Evil justement en 3D précalculé, scène fixe. Je me souviens de la scène justement avec les vélociraptors qui arrivent dans le couloir. Mais en fait, t'as quand même des scènes cultes, tu vois, c'est des courses-poursuites. Mais en fait, ce jeu, c'était beaucoup d'effets waouh. Ouais. Le côté, ça y est, le décor bouge. Et genre, quand il y avait un vélociraptor qui te donnait un coup de queue, tu pouvais perdre ton arme. Et ça, c'était genre, tellement improbable. Waouh. C'était plein de petites nouveautés comme ça. De bons qui faisaient que c'était. Ça émerveillait tout le monde de se dire, putain, maintenant on arrive à faire des trucs comme ça. Mais en le refaisant maintenant, l'ambiance, elle est. C'est lent, il est très lent. En fait. Je vois le gameplay. Hein. Si c'est comme le premier Resident Evil, tu sais, quand tu peux pas faire un demi-tour immédiat, il fait des arcs de cercle quand il sort. Voilà. T'as l'impression de diriger un sous-marin. C'est pas donc désolé pour tous les fans. D'ailleurs, moi j'étais un très grand fan. À l'époque, je l'ai poncé plusieurs fois avec le 2. Il me semble que le 2 était cool. Plus le 2. Dans mes souvenirs, ça a été cool tout ça. Mais ouais. Mais comme quoi le jeu vidéo a évolué et plutôt en bien. Et oui, c'est une belle chronique. Moi, pour le coup, j'ai pas joué, mais j'avais l'image. Pourtant, PlayStation, c'était là, j'étais en plein dedans, pour le coup.
J'ai plus fait justement les Spyro 2, les Final Fantasy 8. Ah ouais, bah ouais, tous les autres là, ouais, on était en plein dedans. Ah, c'est vrai que dans la liste que j'ai sortie au tout début, à cette époque, il y a un paquet de jeux. Et puis à cette époque, tous ces jeux sortaient en démo. Et quand quand t'avais le PlayStation Magazine, t'avais toutes les démos. T'avais une copie comme cette démo. Moi, quand la PlayStation est sortie, mes parents m'ont offert une Super NES. Donc, c'est déjà très cool. Mais au moment où vous découvrez moi, j'ai eu tout la ça... NES au moment de la Super NES. Hein. C'était cool. Ouais, donc, J'ai kiffé. Du coup, j'ai découvert Mario au moment où vous découvriez les dinosaures en 3D. Voilà. Mais ouais, donc j'avais joué à ça. Je sais que j'avais des potes qui l'avaient, mais de façon plus générale pour parler de dinosaures. Moi, avant Jurassic Park et même après Jurassic Park, aucun espèce d'attrait pour le dinosaure en plastique de cours de récré avec lequel on jouait. Ah merde. Aucun attrait pour les passion du dino. Non, j'ai adoré Denver le dinosaure parce que le dessin animé était très cool. J'ai adoré Jurassic Park parce que le film était très cool. Mais les animaux, je m'en tamponnais le coquillard, quoi. Okay. De la même façon que les tortues ninja étaient des tortues, mais j'en avais rien à foutre des tortues. Tu me les mettais en lapin, je kiffais aussi du moment que c'était drôle et bien fait. Surtout la partie ninja qui était importante. Voilà, plus que la partie tortue. Oui. La partie pizza aussi m'importait déjà pas mal à l'époque. C'est le côté teenage du coup. Non mais vous avez tous eu un rapport aux dinosaures. Moi, je pense j'ai eu une phase où tu m'aurais donné un T-Rex en plastique, j'aurais pu jouer des jours. Pareil, ça, plus ma première encyclopédie où je pouvais passer 1000 heures à regarder les illustrations, à lire. Aussi des heures à faire le Vélociraptor, à essayer de marcher forcément, comme un Vélociraptor, à essayer de faire le cri. Oui, non, pas de démo. On a des exemples de ça récents. Tu as eu un costume de Vélociraptor de T-Rex il y a pas si longtemps. Exact, j'ai un costume gonflable de T-Rex. J'aurais tellement voulu que tu viennes avec ça. Ah, j'ai très envie de le remettre dans le que t'avais ramené au Hellfest la dernière fois, ce serait bien que tu le Ouais, un peu galère au Hellfest quand même. Oh, c'était drôle. Oh oui. Moi, je me rappelle de deux téléfilms. Enfin, c'était un double téléfilm où des mecs se retrouvent sur une île, mais les dinosaures parlent. Ils ont... enfin, ouais. Oh, trop bien. Ouais. Mais je les ai vus. Mais c'est V. Oh, ça me fait V. penser dans Sliders. Il y a des épisodes aussi où il y a des dinosaures. Et c'était absolument moche, mais vu que c'était des dinosaures, j'étais en kiff. Et vu que c'était Sliders, surtout, j'espère qu'un jour on pourra parler de cette série. Je sais pas comment on pourra raccrocher ça à un de nos thèmes, mais les Sliders, les mondes parallèles, c'était du génie aussi, ça. Je me rappelle de ce téléfilm, quoi. Putain, c'est. Et t'as deux en plus. Ça, c'est un double, en fait, c'est un double. Ah oui, c'est un double, d'accord. Les mecs, ils sont. Waouh, on a le budget, les gars. Je pense que ça allait durer plus de 4 heures, 5 heures au total, du coup, je pense. Enfin, je sais plus. Mais mine de rien, pour en revenir à ce qu'on a choisi là comme œuvre et par rapport à l'introduction, c'est tous vachement ancrés dans les années 80-90, début 2000, quoi. J'ai l'impression que c'était un peu nostalgique cet épisode, beaucoup d'œuvres. Peut-être, mais j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, ça n'a pas la place que ça avait à cette époque. Bah, clairement pas. Vous avez vu quoi qui est sorti avec des dinosaures récemment? Je veux dire, hormis les Jurassic qui continuent à faire du pognon tous les 3-4 ans. C'est ça. Rien. Non, on est d'accord. Depuis au moins 15 ans, 20 ans. Bah ouais. Après, c'est vrai qu'il y a un truc simple, mais ça me fait penser à Friends et Ross, quoi. Les dinosaures. Ouais, oui, les paléontologues, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que ça manque un peu, les dinosaures. Il y aurait moyen, il y a un marché à prendre, les gamins, je suis sûr. Mais oui, les jouets dinosaures, je pense que c'est toujours. Mais oui. Les stégosaures, les trucs comme ça. Mais ouais. Bien, merci, messieurs. Ouais. On va finir avec des petites recos. Allez. Ouais, et on peut parler d'une semaine chargée quand même avant pour la pop culture, quand même. Bruce Willis a dit qu'il arrêtait de jouer dans des films. Non, mais les gars, quand même, là, honnêtement. En plus, on aurait parlé de si on parle de sa carrière. Bien parlé. C'est hier. C'est avec toi qu'on en a parlé ou avec toi qu'on en a parlé? Oui, on a parlé ensemble. Oui. On a parlé ensemble. Et puis, pas Bruce Willis, mais Will Smith aussi. Non, mais gros tarter. Ouais, je crois on en a très vite devenu un mème. Non, attends, quand même, t'as Jim Carrey aussi qui a annoncé hier ou aujourd'hui qu'il arrêtait, mais s'il avait un bon scénar. Il a pas annoncé ça genre le 1er avril par hasard, Pépé? Non, c'était hier ou avant-hier, donc pas le 1er avril. C'est sûr. Ouais. Ou alors j'ai eu l'info 2-3 jours après. Parce que moi j'ai vu passer le post le premier, ça m'a fait marrer 2 secondes et je fais ah ouais, je crois que c'est. Ah bah j'espère que c'est impossible. Une vanne. Parce que ça me ferait mal. Je crois que c'est une vanne. Mais je sais pas. À vérifier du coup. À vérifier. Putain, tu me mets la pression. Donc ta reco, Pedro, c'est tous les mêmes sur Will Smith, c'est ça? Non, parce que c'est vrai que ça va vite devenir lourd, mais il y a eu tellement de gens drôles en très peu de temps, comme d'habitude, grâce aux internets. Oui. Non, 2 choses. Je veux faire passer je veux relayer le message d'un de nos camarades Mollusque qui nous a envoyé à tous un message cette nuit
pour nous parler d'un truc qui se passait sur Reddit en ce moment. Ah oui. Pose ton pixel. Tu peux aller poser un pixel. C'est une grande toile mondiale qui est totalement vierge. Sur laquelle on peut tous aller poser 1 pixel, 2 pixels, 3 pixels. On a combien de temps ? On peut poser 1 pixel toutes les 5 minutes. Et en fait, les gens se réunissent en communauté, donc via Reddit. Alors, t'as beaucoup de mecs sur Twitch aussi, des trucs comme ça, des youtubeurs. Ça, c'est un peu moins fun parce que du coup, ils font un peu des délires moins. Qui sont moins englobants en fait, c'est juste des petits trucs communautaires, on va dire, mais des communautés puissantes. Et bref, en tout cas, chaque pays est en train d'essayer de se représenter un petit peu. Il y a eu un grand drapeau de l'Ukraine qui est apparu pendant plusieurs heures. Parce que évidemment, tu peux poser sur du blanc, mais tu peux poser sur un pixel déjà existant aussi, ce qui fait que c'est un effet de nombre. Donc les gens qui sont bien organisés, comme les Français sont assez bien organisés, ils ont réussi à créer un drapeau, tu vois, une bouteille de vin, une baguette, un morceau de fromage, la tour Eiffel derrière, Zizou. Tout ça avec des petits pixels, la tête de Zizou. C'est assez amusant, ouais, c'est rigolo comme tout, donc c'est à voir. Alors bon, vous le verrez, ça sera passé parce que c'est ouvert sur 3-4 jours seulement, donc forcément comme on va sortir l'épisode dans quelques jours, ça va pas marcher. Il y a un résultat final à voir. Ouais. Voilà. Ça c'est pas vraiment une reco, mais ça se passe en ce moment et c'est vraiment cool d'un point de vue pop culture, c'est très intéressant quoi. Très très intéressant. Et sinon ma vraie reco, écoutez, j'ai découvert, j'étais à jour de tous mes podcasts il y a quelques temps, je m'ennuyais. J'ai attaqué un podcast de Philippe Collin, qui est un mec que j'adore, que j'avais pas écouté depuis quelques années. Il y a quelques années, il faisait sur France Inter le dimanche soir une émission qui s'appelait L'œil du tigre. Qui parlait de plein de sports de façon très décalée et qui remettait la place du cerveau dans le sport à l'endroit, j'ai envie de dire, parce que souvent les gens décrivent les sportifs comme des grands neuneux. Puis c'était le seul qui parlait un peu de sport sur France Inter. Voilà. Déjà, pour commencer. Et c'est quelqu'un aussi qui, il y a 15 ans, moi, me réveillait tous les dimanches matins avec Panique au Mongin Palace. Si vous avez jamais connu ça, si vous avez jamais eu l'occasion, allez trouver ça en ligne. On peut retrouver des vieux épisodes et tout. Écoutez juste un épisode, c'est un épisode qui refaisait l'actualité de la semaine de façon totalement loufoque. Il inventait une histoire totalement barrée. Ça se passait dans un lieu imaginaire avec des gens. Enfin, c'était fou, vraiment. Okay. Et ce gars-là, il fait un podcast qui s'appelle Le fantôme de Philippe Pétain, qui n'est évidemment pas là pour venir dresser un portrait sympathique de Pétain, mais pour dresser un portrait fidèle de Philippe Pétain, le maréchal Pétain donc. Et moi ça m'intéresse énormément parce qu'il y a ces côtés obscurs qui sont peut-être encore pires que ce qu'on pourrait imaginer et que de ce qu'on en sait. Puis aussi tous les côtés où c'était le type normal de la vie de tous les jours. Il y a toute une façon d'arriver à ce qu'il a fait aussi dans les années de guerre en 39 et 45. Il y a toute la construction du personnage. C'est hyper intéressant et ça rebondit avec un truc que je pense depuis pas mal de temps, c'est que c'est pas très intéressant les gens qui veulent impérativement vouloir noircir le tableau de quelqu'un qui a déjà un tableau bien rempli. Tu prends n'importe quel politique qui a déjà pas mal de casseroles au cul, ça sert à rien d'aller essayer de lui coller la pluie et le beau temps sur le dos. Je trouve que c'est contre-productif et je trouve que, et il l'explique relativement bien en des épisodes très bien construits avec beaucoup d'historiens qui sont interviewés. Il en a même sorti un bouquin avec 12 interviews d'historiens vraiment des pointures sur le sujet. Et il prouve bien, lui, que justement, si aujourd'hui des mecs comme... allez, je vais pas les citer, ça sera plus simple. Des gens... non mais bon, en plus on n'est pas loin des élections et tout, donc aucune envie de parler de ça. Des gens adulent encore ce type-là, c'est aussi parce que certains en ont trop fait un martyr d'un côté. Ouais. Et que quand tu tires trop le trait d'un bord, ça a tendance, t'as toujours des gens qui te diront ouais, tout ça c'est pas vrai, donc pourquoi le reste le serait aussi. Oui, je suis d'accord. Et voilà, et c'est hyper intéressant, on apprend énormément de choses, ça s'étend de sa naissance, donc à la fin des années 1800, sa vie dans la Première Guerre mondiale, sa vie d'officier, puis sa prise de pouvoir à 84 ans quand même, et sa fin de vie, et sa fin de vie politique en Allemagne. Sa dernière trahison, en fait, celle que s'il l'avait pas réalisée, il aurait presque pu s'en sortir historiquement. C'est génial et on apprend aussi énormément de choses sur Pierre Laval. Alors, moi, parce que c'est une période qui m'intéresse, je savais déjà beaucoup de choses, mais là, on va encore plus dans le détail et on va encore plus dans la noirceur de ce qu'était cet homme que Pierre Laval. Et vraiment, c'est dressé par Philippe Collin, et ce mec-là vraiment sait ce qu'il fait quand il fait des formats comme ça, c'est top quoi. Allez-y, foncez, c'est un podcast France Inter. Ça a l'air sympa. C'est génial, vraiment. Tiens Pépé, vu que tu manges,
Et de Rocco. Je veux pas de Rocco, c'est pour ça que je mange. Bien joué. Angelo, est-ce que t'as une Rocco? 3 très rapides. La première, Tunic, qui est sortie fin du mois dernier, donc mars 2022. Un Zelda-like en 3D isométrique vu du dessus. Tout comme un Zelda, en un peu plus dur, une vingtaine d'heures de jeu. Si vous kiffez Zelda, la même direction artistique, allez-y, c'est vraiment génial. Les 2 autres recommandations sont en parallèle parce qu'elles sont déjà des recommandations qui ont été faites lors de la saison 1. Et voire même, je crois, les 2 pendant le pilote. Donc la première, c'est Akira. Tout simplement, je suis en train de les relire. Et j'avais revu le film récemment et on insiste pas assez sur le fait que c'est une pierre angulaire de la culture japonaise, que ce soit du manga comme de l'animation. Et la troisième référence, c'est Midsommar, donc tu avais fait dans le pilote que j'ai vu enfin, depuis le temps que tu me l'avais recommandé. Et, sacré baffe dans la gueule, de l'horreur pure, sans aucun aspect surnaturel. Glaçant. Malaisant fois 1 milliard. Ah ouais. Toujours pas vu, ça, maintenant que vous, incroyable. Maintenant que vous êtes 2 là, du coup, je me chauffe. Ari Aster, hein, c'est son deuxième film. Faut être prêt, hein. Faut être prêt. Et t'avais dit que le premier était déjà trashouille, c'était Hérédité. Oui, c'est ça. Ok. Mais Hérédité est plus proche d'un classique horreur, on va dire. C'est ça. Alors que Midsommar se passe pendant le solstice d'été. Tous les codes sont cassés. Enfin, faut le voir. J'ai envie de voir ça du coup, parce que j'ai pas eu peur au cinéma depuis des années. Mais ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et du coup, là, j'ai envie d'avoir peur en fait. Ouais, c'est peur et malaise quoi. Peur, malaise, mais c'est de l'horreur. Tu peux pas dire que c'est pas de l'horreur. Ouais, tu peux pas dire que c'est pas de l'horreur non plus. Mais... Tu verras. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est un bon film. Cool. Moi, du coup, j'en ai 2 petites. Cette semaine, j'ai revu All Boy. Pour des raisons particulières. Trop bien ce film coréen, entre vengeance, psychologie et autres, à fond. 2006 2004, ouais. De rien, ça vieillit. D'accord. Ouais. Toi, t'as l'air de bien savoir la date, c'est bizarre. Au hasard. Non, je me fais plutôt les Culture 2000, un podcast de fréquence moderne. Donc je les fais tous dans l'ordre. Depuis, je crois qu'ils ont commencé en 2017 ou 2018. Donc là, c'est incroyable ce podcast. Voilà, à chaque fois ils ont un sujet sur lequel ils discutent pendant 1 heure et demie environ, ça dépend. Autour d'1 heure plutôt. Là, le prochain que je dois regarder, c'est sur le Front National. Ah oui, qui est hyper complet et intéressant. Mais ils vont vraiment sur tous les sujets. Tu vois, il y a un sujet spécifique sur le train. Enfin, ouais. Du coup, ah oui, ça va vraiment de tout à rien. Enfin... ils peuvent te parler d'une civilisation dont l'histoire s'étale sur plusieurs siècles, comme d'une ville. Ouais, c'est assez incroyable. Et c'est vraiment cool. Enfin, tu vois qu'ils se renseignent bien avant de parler. Alors je subodore, je les suis un peu sur les réseaux sociaux, je subodore que certains sont profs. Oui, mais de toute façon, oui, à un moment, ils le disent des fois par rapport à des trucs. Et en tout cas, ils savent. Il y en a au moins 2 qui doivent être profs. Ouais, et c'est des passionnés d'histoire. Et c'est Fréquence Moderne qui fait ça. C'est les gens aussi qui sont fautifs d'avoir créé 2 heures de perdu. 2 heures de perdu. Et voilà, moi, perso, c'est mes 2 podcasts préférés. Donc, et EPO qu'il faut que j'écoute aussi. Et EPO est dingue aussi. Hein. EPO est dingue. Et ils ont réussi à faire des épisodes croisés. Oui. Ouais. Et ça, je sais, mais je les ai pas encore. Je sais qu'il y en a eu, mais voilà. Donc un très bon podcast. Après le nôtre, bien sûr. En parlant d'épisodes croisés. Ouais. Vous avez pas un truc vous dans les baguettes? Oh là. Pépé, t'avais pas des recos? Pépé, t'avais des recos? Non, en ce moment, je fais des jeux vidéo qui sont pas ouf. J'ai une série, j'attends de voir. Si elle est pas mal, ce sera peut-être ma prochaine reco. Celle que t'arrivais pas à lancer hier? T'es pas chaud. Oui, ouais, j'ai un problème technique en plus qui m'a bien fait chier. Voilà, non, pas de reco ce coup-ci. Voilà. Ok. Bah merci beaucoup. On a fini cet épisode. Très bien. Ça y est. Et bien, au revoir. À bientôt. Ciao. À la prochaine. C'est un chat, ça. Travail terminé. Houston, on a un problème. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. J'aime me battre. Joli coup, mon cher Michel Boucheta. J'ai vu un homme s'enfuir. Il était comment? Il était de dos. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier. Hasta la vista, baby.